Il y a 3 semaines, 4 astronautes à bord du vaisseau spatial Artemis II de la NASA ont battu un record qui tenait depuis plus d'un demi-siècle. Ils ont parcouru plus de 252 000 millimètres depuis la Terre, plus loin que n'importe quel être humain ne l'ait jamais fait. Et pourtant, cette distance la plus grande jamais atteinte par notre espèce représente moins de 1% du chemin qui nous sépare de Mars, même au plus près. Ce n'est même pas une erreur d'arrondi à l'échelle de notre propre système solaire. Voici donc la question à laquelle personne ne veut répondre honnêtement. Jusqu'où les humains pourraient-ils réellement voyager dans l'espace? Ni en science-fiction, ni en rêve. En réalité, la réponse est plus proche et plus définitive que vous ne le pensez. Si vous vous surprenez à penser à ce genre de questions, le genre de questions qui vous trottent dans la tête pendant des jours, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner. Cela aide plus que vous ne le pensez, et cela signifie que nous pouvons continuer à faire ces analyses approfondies ensemble. Maintenant, installez-vous confortablement. Commençons. Le 6 avril 2026, 4 astronautes à bord du vaisseau spatial Orion de la NASA ont franchi une marque qu'aucun être humain n'avait franchie depuis plus d'un demi-siècle. Le commandant Reed Wiseman, le pilote Victor Glover et les spécialistes de mission Christina Koch et Jeremy Hansen ont dépassé le record de distance établi par l'équipage d'Apollo 13 en 1970. Ils ont parcouru plus de 252 000 miles depuis la Terre, plus loin de chez eux que quiconque dans l'histoire. L'atmosphère était électrique. La voix de Wiseman crépita dans la liaison de communication, tandis qu'Orion passait devant la Lune. Et il s'adressait non seulement au centre de contrôle des missions, mais aussi à toutes les générations futures. Il a mis au défi la prochaine génération d'explorateurs de faire en sorte que ce record ne tienne pas longtemps. Le monde entier a regardé. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les gros titres annonçaient un nouveau chapitre dans l'exploration humaine. Et à tous égards, cette célébration était méritée. Artemis II a marqué la première fois que des êtres humains quittaient l'orbite terrestre basse depuis décembre 1972. Pendant 53 ans, notre espèce était restée à proximité, encerclant notre planète dans des stations et des navettes, sans jamais s'aventurer au-delà de la mince enveloppe de l'espace proche de la Terre. Artemis a changé cela. L'humanité était de retour dans l'espace lointain. Mais voici ce que la célébration a occulté. 248 000 miles, ça paraît énorme. C'est énorme selon tous les critères que le corps humain peut ressentir. Si vous parcouriez cette distance en voiture à vitesse d'autoroute, le voyage prendrait environ 5 mois de conduite continue, sans dormir, sans s'arrêter, sans jamais se garer sur le bas-côté. Ce nombre dépasse de 100 la distance totale que la plupart des gens parcourront au cours de leur vie. C'est un véritable exploit d'ingénierie, de physique et de courage humain. Et ce n'est rien. Mars, la destination suivante sur la liste, orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 140 millions de kilomètres de la Terre. Ce nombre fluctue considérablement en fonction de la position des 2 planètes sur leurs orbites. Au plus près, Mars peut s'approcher à environ 34 millions de mètres. Dans sa partie la plus éloignée, cet écart atteint 250 millions de miles. Une mission habitée réaliste serait probablement lancée pendant une fenêtre de tir favorable et parcourrait entre 30 et 60 millions de kilomètres pour atteindre la planète. Prenons l'extrémité conservatrice, 34 millions de mi. Le record de distance d'Artemis II représente moins de 1% de ce chiffre, moins de 8/10 de 1%. Plus précisément, il faudrait multiplier par plus de 134 la distance la plus éloignée jamais parcourue par un être humain depuis la Terre pour atteindre Mars à son point le plus proche. Et Mars n'est pas loin. Mars est notre voisin immédiat. Mars est la destination plausible la plus proche pour une mission rudimentaire au-delà de la Lune. Si la distance la plus grande jamais atteinte par l'humanité est à peine perceptible comparée au voyage vers notre planète voisine la plus proche, alors la réponse honnête à la question de savoir jusqu'où les humains pourraient voyager commence à être très différente de ce que la plupart des gens imaginent. Ce n'est pas une histoire qui parle de ce que nous espérons faire. Ceci est l'histoire de ce que la physique, la biologie et l'énergie permettront réellement. Commençons par la Lune, car c'est le seul endroit au-delà de l'orbite terrestre basse où des humains ont réellement posé le pied. Entre 1969 et 1972, 12 astronautes ont marché sur la surface lunaire au cours de 6 missions Apollo.
Chaque mission durait environ 8 à 12 jours. Le séjour le plus long à la surface a duré environ 3 jours lors d'Apollo 17. Le ravitaillement était inutile, car les équipages transportaient tout ce dont ils avaient besoin pour ce court voyage. Le délai de communication était minime, environ 1,3 secondes dans chaque sens, à peine perceptible lors d'une conversation. Si quelque chose tournait mal, la Terre n'était qu'à 3 jours de distance. Apollo 13 l'a prouvé. Lorsqu'un réservoir d'oxygène a explosé pendant le voyage vers la Lune, l'équipage a utilisé le module lunaire comme canot de sauvetage et a contourné la face cachée de la Lune pour rentrer sur Terre grâce à un effet de fronde gravitationnelle. Ils ont failli mourir, mais la possibilité de revenir existait. La Terre était proche, l'aide était accessible. La marge de survie, bien que terriblement mince, était bien réelle. C'est là la caractéristique essentielle des voyages lunaires que la plupart des gens tiennent pour acquise. La Lune se situe à environ 240 000 mètres de distance. La lumière parcourt cette distance en environ 1,3 secondes. Un vaisseau spatial voyageant à la vitesse des vaisseaux de l'ère Apollo peut effectuer le trajet en environ 3 jours. Si un équipage rencontre une urgence médicale, une panne matérielle ou un événement de radiation dû à une tempête solaire, il peut interrompre sa mission et retourner sur Terre dans un délai permettant son sauvetage. La Lune est dure. La Lune est dangereuse, mais on peut y survivre précisément parce qu'elle est suffisamment proche pour maintenir un lien significatif avec la Terre. Maintenant, observez ce qui se passe lorsque vous étendez cette logique à Mars. Une mission rudimentaire vers Mars, basée sur les technologies de propulsion actuelles et futures, nécessiterait entre 6 et 9 mois de trajet dans chaque direction. La durée exacte dépend de la trajectoire choisie, de l'alignement des planètes au lancement et du système de propulsion utilisé. La plupart des architectures de missions sérieuses utilisent une orbite de départ et une orbite de transfert, ou une version modifiée de celle-ci, qui constitue le chemin le plus économe en carburant entre 2 planètes. Cette trajectoire tire parti de la mécanique orbitale pour minimiser l'énergie requise. Mais cette efficacité a un coût, le temps. Un équipage décollant sur une trajectoire à énergie minimale durant une fenêtre de tir favorable passerait environ 7 mois à voyager dans l'espace interplanétaire avant d'atteindre l'orbite de Mars. 7 mois, pas 7 heures, pas 7 jours. 7 mois à bord d'un navire hermétique, traversant un vide où l'équipage doit résoudre tous les problèmes avec ce qu'il a emporté à bord. Une fois arrivés sur Mars, les membres de l'équipage ne peuvent pas simplement faire demi-tour et rentrer chez eux. Les planètes doivent se réaligner pour le voyage de retour. Cette contrainte de mécanique orbitale oblige les équipages à rester sur Mars pendant environ 500 jours avant l'ouverture de la prochaine fenêtre de départ favorable. 500 jours sur ou en orbite autour d'une planète dont la température de surface moyenne est de 80 degrés Fahrenheit, dont l'atmosphère est composée à 95% de dioxyde de carbone et dont la densité est inférieure à 1% de celle de la Terre. Pas d'eau liquide en surface et pas d'air respirable. La durée totale de la mission du départ de la Terre au retour sur Terre est d'environ 1000 jours selon la plupart des architectures proposées, soit près de 3 ans. 3 ans, ce n'est pas un séjour en camping. Il faut 3 ans pour obtenir un diplôme de droit. 3 ans, c'est suffisamment long pour qu'un enfant naisse et commence à parler par phrase. 3 ans enfermés dans un vaisseau spatial et un habitat de surface avec un petit équipage, séparé de tout autre être humain par des dizaines de millions de kilomètres de vide. L'isolement n'est pas seulement psychologique, il est physique, opérationnel et potentiellement mortel. Le délai de communication entre la Terre et Mars varie d'environ 4 minutes, au point de rapprochement le plus proche, à environ 22 minutes à la distance maximale. Un message aller-retour peut prendre plus de 40 minutes. Cela signifie que si une urgence médicale survient au sein d'un équipage sur Mars, l'astronaute ne pourra pas appeler un médecin et recevoir des instructions en temps réel. Le temps que le message atteigne la Terre et qu'une réponse parvienne en retour, le patient pourrait être décédé. Chaque procédure, chaque réparation, chaque intervention en cas de crise doit être gérée par l'équipage seul, sans aucun soutien extérieur. Les radiations aggravent le problème de manière à rendre Mars qualitativement différente de la Lune. Dans l'espace lointain, au-delà de la protection du champ magnétique terrestre, les astronautes sont exposés à 2 sources principales de rayonnement ionisant, les particules énergétiques solaires,
qui sont des bouffées de protons à haute énergie émises lors d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale, et les rayons cosmiques galactiques, qui sont des particules à très haute énergie provenant de sources situées en dehors du système solaire, notamment des restes de supernovas et d'autres événements astrophysiques violents. Les rayons cosmiques galactiques sont particulièrement dangereux car ils contiennent des ions lourds, parfois appelés particules HT, qui peuvent pénétrer plusieurs centimètres de matériaux solides et causer de graves dommages à l'ADN humain. Le laboratoire scientifique martien de la NASA a mesuré la dose de rayonnement lors de son transit de la Terre à Mars en 2011 et 2012. Le résultat a été de 0,66 pour l'aller-retour. La limite d'exposition professionnelle actuelle de la NASA pour les astronautes, mise à jour en 2022 selon une norme universelle indépendamment de l'âge ou du sexe, est de 600 millisieverts ou 0,6 sieverts. Un seul aller-retour sur Mars dépasserait déjà la limite totale de carrière avant même que l'équipage ne pose le pied à la surface. Si l'on ajoute l'exposition à la surface pendant le séjour de 500 jours, la dose totale reçue lors de la mission dépasse largement tout seuil que la NASA considère actuellement acceptable pour la durée de vie d'un astronaute. Cela signifie qu'un astronaute en route pour Mars serait probablement limité à une seule mission interplanétaire au cours de toute sa carrière. Et même cette seule mission comporte un risque sensiblement accru de cancer, de maladies cardiovasculaires et de lésions du système nerveux central. Le blindage peut réduire la dose mais pas l'éliminer. Les rayons cosmiques galactiques sont si énergétiques que même d'épaisses couches d'aluminium ou de polyéthylène n'offrent qu'une protection partielle. Pire encore, lorsque des ions lourds percutent un matériau de protection, ils peuvent produire un rayonnement secondaire, une pluie de particules plus légères qui se dispersent dans toutes les directions à l'intérieur du vaisseau spatial. Dans certains cas, un blindage mal conçu peut en fait augmenter la dose reçue par l'équipage au lieu de la réduire. L'eau, le polyéthylène et les matériaux riches en hydrogène sont plus performants que les métaux. Mais ils ajoutent une masse importante et chaque kilogramme ajouté au vaisseau spatial augmente la quantité de carburant nécessaire au lancement et au transit. La masse est le tyran silencieux des vols spatiaux. Chaque élément nécessaire à un équipage pour une mission de 3 ans doit être lancé depuis la surface de la Terre, accéléré à des vitesses interplanétaires, décéléré au-dessus de Mars, et potentiellement relancé pour le voyage de retour. Nourriture pour 6 membres d'équipage pendant 1000 jours. De l'eau, même avec des systèmes de recyclage performants, de l'oxygène, des fournitures médicales, des pièces de rechange pour chaque système critique, une protection contre les radiations, des équipements d'exercice pour compenser la perte osseuse et musculaire en gravité réduite, des outils, des instruments scientifiques, des structures d'habitation. La masse totale d'une mission martienne rudimentaire, selon la plupart des architectures proposées, se chiffre en centaines de tonnes métriques. Envoyer une telle masse sur Mars nécessite soit un véhicule unique et énorme, soit plusieurs vols cargo prépositionnés envoyés en amont de l'équipage. La logistique du prépositionnement est en elle-même un défi de taille. Les missions de ravitaillement vers Mars doivent être lancées environ 26 mois avant le départ de l'équipage, lors de la précédente configuration planétaire favorable. En cas d'échec d'une mission de transport de marchandises, il n'existe pas de solution de remplacement rapide. La prochaine fenêtre de lancement est prévue dans plus de 2 ans. Un équipage qui arrive sur Mars et découvre que son habitat prépositionné ou son véhicule de retour est endommagé ou qu'il lui manque des éléments. Une situation pour laquelle aucune solution de repli n'est prévue. Ils ne peuvent pas demander de remplacement. Ils ne peuvent pas attendre un navire de ravitaillement. Ils se trouvent à 140 millions de mètres de toute aide, et cette aide ne pourra pas les atteindre avant des années, même si elle intervient immédiatement. Comparez cela à la Lune. Lors d'une mission lunaire, l'équipage n'est jamais à plus de 3 jours de chez lui. Le délai de communication est négligeable. Des missions de ravitaillement peuvent être lancées en quelques semaines si nécessaire. Les alertes aux tempêtes solaires donnent aux équipes le temps de se mettre à l'abri. Des options d'abandon existent à presque toutes les phases de la mission. La Lune est une destination où les êtres humains peuvent encore opérer dans une marge de sécurité qui permet les erreurs, les échecs et les situations d'urgence. Mars élimine totalement cette marge. Sur Mars,
Chaque échec est potentiellement fatal, et chaque scénario fatal doit être résolu par l'équipage seul, avec les ressources dont il dispose. Il n'existe aucune option de retour à la Terre pendant le séjour en surface. Il n'existe aucun véhicule de retour d'urgence pouvant être déployé à court préavis. Aucune mission de sauvetage ne pourrait arriver en moins de 2 ans. L'équipage est livré à lui-même au sens le plus complet que l'on puisse imaginer. Et pourtant, Mars est le plus facile. Mars est la planète la plus proche que les humains pourraient raisonnablement visiter. Elle possède une surface solide sur laquelle atterrir. Elle possède une atmosphère ténue qui peut être utilisée pour un freinage thermique, réduisant ainsi la quantité de carburant nécessaire pour décélérer à partir de vitesses interplanétaires. On y trouve de la glace d'eau au pôle et sous la surface, qui pourrait théoriquement être extraite et transformée en eau potable, en oxygène respirable, voire en propergol pour fuser grâce à un processus appelé utilisation des ressources in situ. Sa durée d'ensoleillement est presque identique à celle de la Terre, soit environ 24 heures et 37 minutes, ce qui signifie que les rythmes circadiens humains ne seraient pas gravement perturbés. Sa gravité, bien que ne représentant que 38% de celle de la Terre, est beaucoup plus gérable que la microgravité des voyages spatiaux lointains qui infligent au corps humain une cascade de dommages physiologiques qui s'aggravent chaque mois d'exposition. Mars est, à tous égards, la destination interplanétaire la plus indulgente qui soit. C'est le seul endroit, en dehors de la Lune, où les défis d'ingénierie, bien qu'immenses, restent à la portée plausible des technologies existantes ou susceptibles d'être développées au cours des prochaines décennies. Le plan actuel de la NASA prévoit une mission rudimentaire vers Mars dans les années 2030. Bien que l'agence ait reconnu début 2026 que ce calendrier dépend de technologies encore en développement, notamment des systèmes de survie avancés, l'atténuation des radiations et un module d'habitation pour l'espace lointain qui n'existe pas encore. SpaceX, qui avait précédemment annoncé des échéanciers ambitieux pour ses missions sur Mars, a révélé en février 2026 qu'elle reportait ses ambitions martiennes de 5 à 7 ans pour se concentrer sur les missions lunaires. Même le calendrier du programme Artemis pour le retour des astronautes sur la surface lunaire s'est allongé. Fin février 2026, la NASA a annoncé une restructuration importante du programme. La mission Artemis 3, initialement conçue comme le premier alunissage rudimentaire depuis 1972, a été repensée en un vol de démonstration en orbite terrestre basse. Le premier véritable alunissage a été reporté à Artemis 4. La station Gateway, un avant-poste orbital prévu autour de la Lune destiné à soutenir les missions de surface et à servir de point de départ pour l'exploration plus profonde, a été mise en suspens. Blue Origin et SpaceX, les entreprises chargées de développer les atterrisseurs lunaires nécessaires pour transporter les astronautes d'Orion à la surface, ont toutes deux été pointées du doigt dans les rapports de contrôle de la NASA comme étant en retard sur le calendrier. L'objectif affiché par iBizarre d'envoyer des humains sur la Lune d'ici 2028 apparaît désormais au mieux optimiste. Si le retour vers une destination située à 240 000 miles de là, une destination que nous avons atteinte pour la première fois, il y a près de 60 ans, exige ce niveau d'effort et subit encore des retards. La perspective d'envoyer des équipages sur Mars, à 140 millions de mètres de distance, s'éloigne toujours plus dans un avenir incertain. L'Association nationale des sciences a publié fin 2025 un rapport complet décrivant 4 architectures de campagne possibles pour une exploration rudimentaire de Mars, chacune nécessitant des décennies de travail préparatoire. L'évaluation honnête est qu'une mission rudimentaire vers Mars reste à au moins 10 à 15 ans, voire plus. La technologie n'est pas encore prête. Le financement n'est pas garanti. Les risques ne sont pas pleinement compris. Et Mars, la cible interplanétaire la plus proche et la plus hospitalière, pousse déjà les vols spatiaux humains à la limite absolue du survivable. Il s'agit là d'une première découverte cruciale pour comprendre jusqu'où les humains pourront jamais voyager. La difficulté des voyages spatiaux rudimentaires n'augmente pas progressivement avec la distance. Elle s'intensifie par à-coups, par bonds successifs. La Lune est difficile mais gérable. Mars est d'une difficulté bien supérieure. Et la distance entre Mars et toutes les destinations au-delà n'est pas une pente douce, c'est une falaise. Considérez ce qui se trouve au-delà de Mars.
La ceinture d'astéroïdes, une vaste région de débris rocheux située entre Mars et Jupiter, s'étend d'environ 2 à 3 et 12 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 93 millions de kilomètres. Jupiter orbite à 5,2 unités astronomiques, Saturne à 9,5, Uranus à un peu plus de 19 ans, Neptune à 30 ans. Chaque destination successive n'est pas seulement plus éloignée en kilomètres, mais exponentiellement plus difficile dans toutes les dimensions qui comptent pour la survie humaine. La durée du voyage s'allonge, passant de mois à années, voire à décennies. Le délai de communication passe de quelques minutes à plusieurs heures. L'énergie solaire diminue avec le carré de la distance, ce qui rend la production d'électricité de plus en plus difficile. Le ravitaillement devient non seulement impraticable, mais physiquement impossible dans un délai de mission raisonnable. Les planètes extérieures ne sont pas simplement des versions plus éloignées de Mars, elles représentent une catégorie de défis fondamentalement différentes où les contraintes qui rendent déjà Mars presque impossible à atteindre deviennent si sévères que le concept d'une mission rudimentaire commence à perdre tout son sens. Voyager 1 en offre une illustration saisissante. Lancé en 1977, il est actuellement l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné au monde. Se déplaçant à environ 38 000 mph, il vole sans interruption depuis près de 49 ans. Début 2026, elle se situe à environ 172 unités astronomiques du Soleil, soit à environ 16 milliards de kilomètres de la Terre. Un signal radio provenant du centre de contrôle de mission met plus de 23 heures pour l'atteindre. En novembre 2026, Voyager 1 franchira le seuil d'un jour-lumière, devenant ainsi le premier objet fabriqué par l'homme si éloigné qu'un message en provenance de la Terre mettra 24 heures pour lui parvenir. Après 49 ans de vol continu à 61 240 km/h, Voyager 1 n'a toujours pas atteint la distance d'un jour-lumière de la Terre. L'étoile la plus proche se trouve à 4,24 années-lumière. Voyager 1 figure parmi les objets les plus rapides jamais lancés par l'humanité et elle n'a pas encore parcouru une seule journée-lumière depuis la Terre. L'étoile la plus proche se trouve à plus de 4 années-lumière. L'écart entre ce que notre meilleure machine a accompli en 5 décennies et ce qui serait nécessaire pour atteindre ne serait-ce que l'étoile voisine la plus proche n'est pas un écart que des progrès graduels peuvent combler. C'est un gouffre qui se mesure en dizaines de milliers d'années. Mais c'est un problème sur lequel nous reviendrons bientôt. À l'heure actuelle, la question est plus simple et plus immédiate. Si Mars représente déjà la limite infranchissable des capacités humaines, que se passe-t-il lorsque nous regardons au-delà? Que se passe-t-il lorsque les distances doublent, puis triplent, puis sont multipliées par 10, par 20, puis par 100? La réponse se trouve dans les confins du système solaire, où chaque facteur qui rend Mars difficile s'aggrave de façon catastrophique. Les géantes gazeuses et les géantes de glace ne sont pas des destinations qui n'attendent qu'à être conquises. Ce sont des murs construits non pas de roche ou de métal, mais de temps, de distance, de radiation et de l'arithmétique implacable de l'énergie et de la masse. Ce qui suit est le récit de ce à quoi ressemblent ces murs de près et pourquoi même nos ingénieries les plus ambitieuses ne peuvent pas les escalader. Jupiter est la première destination après Mars que toute personne ayant de sérieuses ambitions envisagerait. C'est également la destination où les mathématiques des voyages spatiaux habités commencent à s'effondrer. Jupiter orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 484 millions de kilomètres. Dans les configurations planétaires les plus favorables, en utilisant une orbite de transfert terrestre similaire à celle qu'utiliserait une mission martienne rudimentaire, le temps de transit vers Jupiter s'étend sur environ 2 ans et 9 mois. Pas 2 ans et 9 mois pour la mission complète. 2 ans et 9 mois rien que pour y arriver. Le voyage retour prend autant de temps. Et contrairement à Mars, il n'y a pas de surface solide sur laquelle atterrir. Jupiter est une géante gazeuse. Ses caractéristiques visibles, les bandes tourbillonnantes et la grande tache rouge, ne constituent pas un terrain. Ce sont les couches supérieures d'une atmosphère qui devient plus dense et plus chaude avec la profondeur, jusqu'à se transformer en une mer d'hydrogène métallique liquide sous des pressions des millions de fois supérieures à celles de la surface de la Terre. Il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas d'endroit où se tenir debout. Une mission humaine vers Jupiter serait une mission orbitale.
Un équipage en orbite autour d'une planète qu'il ne pourrait jamais toucher, fixant des nuages qui réduiraient n'importe quel vaisseau en atomes s'il descendait trop bas. Mais le temps de transit n'est pas le véritable problème. Le véritable problème réside dans ce qui arrive aux corps humains durant ce transit et dans l'effet de l'environnement de Jupiter sur tout ce qui pénètre dans son domaine. Commencez par les radiations. Jupiter possède le champ magnétique planétaire le plus puissant du système solaire. Son moment dipolaire magnétique est environ 20 000 fois supérieur à celui de la Terre, générant une magnétosphère si vaste qu'elle s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace et piège des particules de haute énergie dans des ceintures de radiation d'une intensité extraordinaire. Les ceintures de radiation les plus internes autour de Jupiter sont si intenses qu'elles infligeraient une dose mortelle à un être humain non protégé en quelques minutes. Même aux distances orbitales des lunes extérieures de Jupiter, l'environnement radiatif dépasse de loin tout ce que l'on rencontre dans l'espace interplanétaire. La sonde Juno de la NASA, qui orbite autour de Jupiter depuis 2016, a été spécifiquement conçue pour résister à ces radiations. Ses composants électroniques sensibles sont logés dans un coffre-fort en titane, dont les parois ont environ 1/3 de pouce d'épaisseur et qui pèse environ 400 livres. Malgré cette protection, les instruments de Juno ont subi des dommages dus aux radiations au cours de la mission. Et le vaisseau spatial a été placé sur des orbites très elliptiques afin de minimiser le temps passé dans les zones de rayonnement les plus intenses. Juno n'embarque aucun équipage. Il ne dispose d'aucun système de survie. Il ne transporte ni nourriture, ni eau, ni oxygène. C'est une machine conçue pour endurer ce qu'aucun corps humain ne pourrait supporter, et même elle subit des dommages. Mais la conversation à propos de Jupiter ne se limite jamais à la planète elle-même. Il migre toujours vers les lunes. Quand on imagine des missions humaines vers les confins du système solaire, on n'imagine pas des astronautes en orbite autour d'une boule de gaz qu'ils ne pourront jamais toucher. Ils imaginent des bottes sur la glace d'Europe. Ils représentent un sous-marin descendant dans l'océan souterrain d'Encelade. Ils imaginent une silhouette en costume, debout sur les dunes orangées de Titan, contemplant les anneaux de Saturne qui se dessinent à l'horizon. Ce sont ces images qui alimentent l'enthousiasme du public pour l'exploration du système solaire externe. Et chacune d'elles masque une réalité bien plus hostile que ne le laissent supposer les images. Europe, la 4e plus grande lune de Jupiter, orbite profondément à l'intérieur des ceintures de radiation de la planète. La dose de rayonnement à la surface d'Europe est d'environ 540 rem par jour. Pour donner un ordre de grandeur humain, une dose létale de radiation pour un être humain est d'environ 400 rem, administrée sur une courte période. Un astronaute, se tenant à la surface d'Europe dans une combinaison spatiale standard, recevrait une dose mortelle en moins de 24 heures. Même à l'intérieur d'un habitat fortement protégé, l'exposition cumulative augmenterait rapidement. La croûte de glace elle-même offre une certaine protection. C'est pourquoi les projets d'exploration d'Europe impliquent souvent de creuser sous la surface. Mais forer à travers une couche de glace estimée entre 10 et 30 km d'épaisseur dans un environnement radioactif qui dégrade à la fois l'électronique et les matériaux de structure, sans possibilité de ravitaillement ou de réparation depuis la Terre. Maintenir un habitat pressurisé et un système de survie capable de maintenir un équipage en vie pendant des années n'est pas un défi que les technologies proposées semblent capables de relever. L'océan situé sous la glace d'Europe présente un intérêt scientifique énorme précisément parce qu'il pourrait abriter la vie. Le chauffage par effet de marée dû à l'attraction gravitationnelle de Jupiter maintient l'eau à l'état liquide malgré des températures de surface d'environ 260 degrés F. Les sources hydrothermales au fond des océans pourraient fournir l'énergie chimique nécessaire aux écosystèmes microbiens. Si la vie existe dans l'océan d'Europe, ce serait la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et une sonde robotisée, et non une mission rudimentaire, est le seul moyen plausible de la trouver. La mission Europa Clipper de la NASA, lancée en 2024, étudiera la Lune grâce à des dizaines de survols rapprochés depuis l'orbite de Jupiter, en utilisant des instruments capables d'analyser la composition des matériaux éjectés à travers les fissures de la glace. Il n'a pas d'équipage. Il ne nécessite aucun appareil de maintien en vie. Il peut résister à l'environnement radiatif pendant toute la durée de sa mission,
car il a été conçu dès le départ précisément à cette fin. Encelade, lune de Saturne, présente un paradoxe similaire d'attrait scientifique et d'inaccessibilité physique. Des geysers de vapeur d'eau et de particules de glace jaillissent de fractures près du pôle sud, projetant des matériaux à des centaines de kilomètres dans l'espace. La sonde Cassini a traversé ces panaches et a détecté de l'hydrogène moléculaire, des nanoparticules de silice et des molécules organiques complexes. Tout cela est cohérent avec une activité hydrothermale au fond de l'océan, sous la couche de glace de la Lune. Encelade est peut-être la cible la plus prometteuse du système solaire pour la découverte de vie microbienne extraterrestre, mais Saturne orbite à une distance du Soleil presque 2 fois supérieure à celle de Jupiter. Une mission rudimentaire vers Encelade se heurterait à tous les défis d'une mission vers Jupiter, aggravée par les années de transit supplémentaires, l'exposition accrue aux radiations, les besoins en consommables supplémentaires et l'éloignement accru de toute possibilité d'assistance. Titan, la plus grande lune de Saturne, est peut-être la destination la plus fascinante du système solaire externe. C'est la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère dense. Sa pression à la surface est environ 50% plus élevée que celle de la Terre au niveau de la mer. Son atmosphère est principalement composée d'azote, le même gaz qui constitue 78% de l'air terrestre. Des lacs et des rivières de méthane et d'éthane liquide sillonnent sa surface, créant des paysages qui, sur les images radar, ressemblent étrangement à ceux de la Terre. À certains égards, Titan est le monde le plus hospitalier du système solaire externe pour la présence humaine. L'atmosphère dense offre une protection naturelle contre les radiations. La pression en surface signifie que les habitats n'auraient pas à résister au différentiel de pression extrême requis sur les mondes sans atmosphère. Un être humain sur Titan pourrait théoriquement se promener à l'extérieur vêtu d'une combinaison chauffante avec un appareil respiratoire plutôt que d'une combinaison pressurisée intégrale. Mais la température moyenne à la surface de Titan est de 290 degrés Fahrenheit. Maintenir un habitat à des températures compatibles avec la survie humaine dans un environnement à près de 300 degrés en dessous du point de congélation de l'eau exige une dépense énergétique énorme et continue. Le Soleil, à la distance de Saturne, fournit environ 1% de l'énergie solaire disponible sur l'orbite terrestre. Les panneaux solaires sont pratiquement inutiles. L'énergie nucléaire est la seule option viable. Et les réacteurs, le combustible, le blindage et les systèmes de secours nécessaires ajouteraient des dizaines de milliers de kilogrammes à une mission déjà incroyablement lourde. Et le temps de trajet vers Titan reste mesuré en années, quel que soit le système de propulsion existant ou en cours de développement. Les lunes du système solaire externe sont des cibles scientifiques spectaculaires. Elles pourraient receler les réponses aux questions les plus fondamentales sur la vie dans l'univers. Elles seront très certainement explorées en détail par des missions robotiques au cours des prochaines décennies. Mais la distance, les radiations, la température et les exigences logistiques liées aux voyages humains vers chacun de ces mondes les placent définitivement au-delà des limites pratiques d'une exploration rudimentaire. Le rêve de se tenir sur la glace d'Europe ou de plonger dans les mers de méthane de Titan est saisissant, magnifique et, pour les passagers humains, presque certainement impossible. Un vaisseau rudimentaire pénétrant dans la magnétosphère de Jupiter nécessiterait un blindage contre les radiations bien plus performant que tout ce qui a été construit jusqu'à présent pour les vols spatiaux habités. La masse de ce blindage serait énorme. Chaque kilogramme supplémentaire de blindage signifie plus de carburant pour accélérer et décélérer le vaisseau spatial, ce qui signifie un véhicule plus gros, donc une masse structurelle plus importante et donc encore plus de carburant. Cette boucle de rétroaction, connue en ingénierie aérospatiale sous le nom de tyrannie de l'équation de la fusée, est la raison fondamentale pour laquelle le passage à l'échelle supérieure d'une mission spatiale n'est pas un processus linéaire. Doubler la charge utile ne double pas la consommation de carburant. Il peut le multiplier par un facteur de 5, 10 ou plus selon le profil de la mission. Ajoutez maintenant les consommables nécessaires à un équipage de 4 à 6 personnes devant survivre pendant au moins 6 ans. Cela correspond à la durée totale approximative d'une mission aller-retour vers Jupiter, avec un séjour minimal en orbite. 6 ans de nourriture, 6 ans d'eau. Même avec des systèmes de recyclage efficaces,
à 90%, car aucun système de recyclage n'est parfaitement étanche. 6 ans de gestion de l'atmosphère respirable, 6 ans de fourniture médicale, 6 ans de pièces de rechange pour chaque système vital, car il n'y a pas de quincaillerie entre Mars et Jupiter, et aucun vaisseau de ravitaillement ne pourrait vous atteindre dans un délai raisonnable. Considérons uniquement la dimension médicale. En 6 ans, la probabilité d'un incident médical grave au sein d'un équipage de 6 personnes n'est pas négligeable. Appendicite, calculs rénaux, abcès dentaire, fracture osseuse lors d'une activité extravéhiculaire, cancer potentiellement accéléré par l'exposition élevée aux radiations. Sur Terre, chacune de ces affections est gérable grâce à une intervention médicale appropriée. À bord d'un vaisseau spatial au-delà de Mars, l'équipage doit faire face à toutes les situations médicales avec les provisions qu'il a emportées et les compétences pour lesquelles il s'est entraîné. La chirurgie en microgravité n'a jamais été pratiquée sur un être humain. En l'absence de gravité, le sang se comporte différemment, formant des sphères flottantes qui obscurcissent le champ opératoire. Les protocoles d'anesthésie mis au point pour la gravité terrestre ne sont pas nécessairement transposables directement à une apesanteur prolongée. Un membre d'équipage qui développe une affection nécessitant un traitement dépassant les capacités médicales à bord devra simplement la supporter, la gérer au mieux ou en mourir. Le coût psychologique d'une mission de 6 ans est une autre dimension qui n'est pas proportionnelle. Des études d'isolement sur Terre, notamment l'expérience Mars 500 menée à Moscou entre 2010 et 2011, ont confiné de petits équipages dans des vaisseaux spatiaux simulés pendant une durée allant jusqu'à 520 jours. Les résultats ont révélé des effets psychologiques significatifs, notamment la dépression, les troubles du sommeil, le déclin cognitif et les conflits interpersonnels. Et ces sujets savaient qu'ils étaient sur Terre. Ils savaient qu'en cas de véritable urgence, quelqu'un pourrait ouvrir la porte. Ils savaient que l'expérience prendrait fin. Un équipage en véritable transit vers Jupiter ne disposerait d'aucun de ces filets de sécurité psychologique. La porte ne s'ouvre pas. L'expérience ne s'arrête pas prématurément. Les êtres humains les plus proches à l'extérieur du vaisseau spatial se trouvent à des centaines de millions de kilomètres et s'éloignent encore davantage chaque jour qui passe. La communication aggrave l'isolement. À la distance de Jupiter, un signal radio met entre 35 et 52 minutes environ pour parcourir une distance, selon la position relative des deux planètes. Un échange aller-retour, c'est-à-dire l'envoi d'un message et la réception d'une réponse, prend au minimum 1 heure et au maximum près de 2 heures. Une conversation en temps réel est impossible. Les appels vidéo sont impossibles. Même les échanges de SMS entraînent des délais qui donnent moins l'impression d'une communication que d'envoyer des lettres dans le vide et d'attendre une réponse qui peut ne pas arriver avant des heures. L'équipage est fonctionnellement seul, d'une manière qu'aucun être humain n'a jamais connue. Étendons maintenant la même analyse à Saturne. Saturne orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 886 millions de kilomètres. En utilisant la propulsion conventionnelle, un voyage de la Terre à Saturne prend environ 6 à 7 ans dans un sens. Une mission aller-retour avec un séjour orbital minimal durerait entre 13 et 15 ans. 15 ans, ce n'est pas une mission. 15 ans représentent une fraction importante de la durée de vie d'un adulte. Un astronaute parti pour Saturne à l'âge de 35 ans ne revient, si tout se passe parfaitement, qu'à 50 ans. Ses enfants auraient grandi sans lui. Leurs parents sont peut-être décédés. Le monde qu'ils avaient quitté aurait changé d'une manière qu'ils ne pouvaient ni prévoir, ni appréhender. Ils retourneraient dans une société qui avait continué d'exister sans eux pendant 15 ans, façonnée par des événements dont ils n'auraient eu connaissance que par des messages différés. Le calcul des consommables pour une mission de 15 ans devient presque absurde. Aucun système de survie en circuit fermé n'a jamais démontré pouvoir fonctionner de manière fiable pendant 15 ans sans réapprovisionnement ni remplacement de composants majeurs. La Station spatiale internationale, l'habitat de longue durée le plus sophistiqué jamais construit, nécessite des missions de ravitaillement régulières depuis la Terre, environ tous les quelques mois, pour acheminer de la nourriture, de l'eau, des pièces de rechange, des expériences et du matériel de remplacement. Les systèmes de survie de la station subissent de fréquents problèmes de maintenance, notamment au niveau des épurateurs de dioxyde de carbone,
des unités de recyclage de l'eau et des systèmes de production d'oxygène. Ces problèmes sont gérables car le réapprovisionnement est toujours prévu dans quelques semaines. Lors d'une mission vers Saturne, le ravitaillement n'existe pas. Chaque panne de composants doit être prise en charge à l'aide de pièces de rechange embarquées, et toute pièce de rechange embarquée consommée est définitivement perdue. L'exposition aux radiations lors d'une mission de 15 ans dans l'espace lointain dépasserait de loin toutes les limites actuelles fixées pour la santé des astronautes. Même avec des hypothèses de protection optimistes, la dose cumulée due au seul rayon cosmique galactique sur une période de 15 ans serait de plusieurs doses sévères. On se situe bien dans la fourchette où les effets à long terme sur la santé deviennent non seulement probables, mais attendus. Le risque de cancer augmente considérablement. Des lésions cardiovasculaires deviennent probables. Les effets sur le système nerveux central, notamment les troubles cognitifs potentiels, restent un domaine de recherche actif. Mais des études sur les animaux suggèrent qu'une exposition chronique aux particules He, les noyaux lourds présents dans les rayons cosmiques galactiques, peut entraîner des baisses mesurables des capacités d'apprentissage, de mémoire et de prise de décision. Envoyer un équipage en mission pendant 15 ans signifie accepter qu'ils reviendront, s'ils reviennent, avec une santé considérablement compromise. Uranus et Neptune poussent ces chiffres au-delà de toute prétention de faisabilité. Uranus orbite à environ 1,8 milliard de mètres du Soleil, Neptune à environ 2,8 milliards de kilomètres. Les temps de transit, qu'ils utilisent la propulsion chimique ou même la propulsion nucléaire thermique avancée, dépassent une décennie dans chaque sens. Une mission aller-retour vers Neptune durerait environ 30 ans. Un astronaute lancé à 30 ans reviendrait à 60 ans, ayant passé toute sa vie adulte productive à l'intérieur d'un vaisseau spatial. L'équipage qui est parti devait être remplacé par l'équipage qui est arrivé, parce que les êtres humains ne restent pas physiquement ou psychologiquement fonctionnels pendant 30 ans dans les conditions qu'imposent les voyages spatiaux lointains. C'est à ce stade qu'il convient d'établir une distinction cruciale, celle qui sépare l'évaluation honnête de la science-fiction. La distinction réside entre ce que les robots peuvent faire et ce à quoi les humains peuvent survivre. Des engins spatiaux robotisés ont visité toutes les planètes du système solaire. Entre 1979 et 1989, Voyager 2 a survolé Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, achevant ainsi son grand tour en 12 ans. La sonde Cassini a orbité autour de Saturne pendant 13 ans, de 2004 à 2017, rapportant certaines des images et des données scientifiques les plus spectaculaires jamais recueillies du système solaire externe. La sonde New Horizons a survolé Pluton en 2015 après un voyage de 9 ans et demi, à une vitesse d'environ 58 000 km/h. La sonde Juno poursuit aujourd'hui ses opérations en orbite autour de Jupiter. Ces missions ont réussi car les robots ne mangent pas, ils ne respirent pas, ils ne développent pas de cancer. Ils ne souffrent ni de dépression ni de conflits interpersonnels. Ils n'ont pas besoin d'équipement de musculation pour prévenir la perte osseuse. Ils n'ont besoin ni d'intimité, ni de divertissement, ni de soutien psychologique. Ils peuvent être alimentés par des générateurs thermoélectriques à radioisotopes qui produisent de l'électricité à partir de la désintégration du plutonium-238 pendant des décennies sans rechargement. Ils peuvent être mis en mode hibernation à faible consommation pendant les phases de croisière et réactivés une fois leurs cibles atteintes. Ils peuvent tolérer des niveaux de radiation qui tueraient un être humain en quelques heures. Ils peuvent supporter des températures extrêmes allant de centaines de degrés en dessous de zéro à des centaines de degrés au-dessus. Ils peuvent fonctionner pendant des années sans entretien car ils sont conçus avec des systèmes redondants et sans pièces mobiles dans leurs composants les plus critiques. Un robot est l'explorateur idéal des profondeurs spatiales. Un être humain est tout le contraire. Tous les avantages dont disposent les robots, les humains en sont dépourvus. Toutes les exigences imposées par les humains, les robots les évitent. La masse d'une sonde robotique se mesure en centaines ou en milliers de kilogrammes. La masse d'un vaisseau spatial rudimentaire équipé d'un système de survie, de consommables, d'un blindage, d'un volume habitable et d'une capacité de retour se mesure en centaines de milliers de kilogrammes. Le carburant nécessaire pour envoyer une sonde robotisée vers Jupiter représente une petite fraction du carburant nécessaire
pour envoyer un navire à propulsion conventionnelle. Le navire brut étant beaucoup plus lourd, la différence de coût est proportionnelle. Cette asymétrie explique pourquoi l'humanité a exploré l'ensemble du système solaire par des robots, mais n'a jamais envoyé d'êtres humains plus loin que la Lune. Ce n'est pas une question de courage ou d'ambition, c'est une question de physique. Le corps humain impose des contraintes qu'aucune détermination ne peut surmonter. On ne peut pas survivre par la seule force de sa volonté à une dose de radiation mortelle. Il est impossible de tenir 15 ans sans ravitaillement alimentaire. Il est impossible de faire fonctionner un système de maintien en vie en circuit fermé au-delà de ses limites techniques. Voyager 1 cristallise cette réalité. Lancé en septembre 1977, il s'agit actuellement de l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné au monde. Début 2026, elle avait parcouru environ 172 unités astronomiques depuis le Soleil, soit environ 16 milliards de kilomètres. Il se déplace à environ 38 000 mph par rapport au Soleil, une vitesse qu'il a atteinte non pas grâce à une propulsion continue, mais grâce à l'assistance gravitationnelle de Jupiter et de Saturne à la fin des années 1970. Depuis son survol de Saturne en novembre 1980, Voyager 1 poursuit sa route en roue libre. Aucun moteur ne brûle, aucune correction de cap au-delà de légers ajustements d'attitude, juste l'inertie qui le propulse vers l'extérieur à la même vitesse depuis plus de 45 ans. À cette vitesse, Voyager 1 parcourt environ 3,6 unités astronomiques par an. Il a franchi le HELOP, la frontière où le vent solaire cède la place au milieu interstellaire, en août 2012, devenant ainsi le premier objet fabriqué par l'homme à pénétrer dans l'espace interstellaire. En novembre 2026, elle atteindra le cap d'une journée-lumière depuis la Terre, ce qui signifie qu'un signal radio mettra 24 heures pour parcourir la distance entre le centre de contrôle de mission et le vaisseau spatial. Près de 50 ans de vol continu pour parcourir une distance que la lumière parcourt en une seule journée. Et Voyager 1 est rapide. Il figure parmi les objets les plus rapides jamais lancés par l'humanité. La sonde New Horizons, qui a quitté la Terre à une vitesse initiale plus élevée, se déplace maintenant à une vitesse moindre. La sonde solaire Parker atteint des vitesses extraordinaires lors de ses passages rapprochés du Soleil. Mais ces vitesses sont dirigées vers l'intérieur et non vers l'extérieur et ne se maintiennent pas dans la direction interstellaire. Pour les voyages au départ de l'étranger, Voyager 1 reste notre référence. À la vitesse de Voyager, il faudrait environ 18 000 ans pour parcourir une année-lumière. L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, se trouve à 4,24 années-lumière. À la vitesse de Voyager, ce voyage prendrait plus de 73 000 ans. Il y a 73 000 ans, les humains anatomiquement modernes partagèrent la planète avec les Néandertaliens. L'agriculture n'avait pas encore été inventée. L'écriture n'existait pas. La civilisation sous une forme reconnaissable était encore à des dizaines de milliers d'années dans le futur. C'est le délai nécessaire à notre sonde la plus rapide pour atteindre l'étoile la plus proche. Aucun être humain ne peut survivre 73 000 ans. Aucun système de maintien en vie ne peut fonctionner pendant 73 000 ans. Aucune structure politique, aucun organisme de financement, aucune civilisation n'a jamais persisté pendant 73 000 ans. La distance à l'étoile la plus proche, mesurée avec nos meilleures technologies actuelles, dépasse d'un facteur d'environ 7 la durée de l'histoire humaine enregistrée. Mais même au sein du système solaire, le voyage de Voyager révèle l'immense vide qui existe entre les destinations. Après près de 5 décennies de vol, Voyager 1 n'a même pas atteint la limite intérieure du nuage électronique. La vaste enveloppe de corps glacés qui marque la limite extérieure de l'influence gravitationnelle du Soleil. On pense que le nuage nuageux s'étend beaucoup plus loin, atteignant des distances mesurées en dizaines de milliers d'unités astronomiques. Voyager 1, à 172 unités astronomiques, a à peine atteint les contreforts. Elle n'atteindra pas la limite intérieure du nuage avant 300 ans. Il ne franchira pas la limite extérieure avant environ 30 000 ans. Le système solaire n'est pas un voisinage compact de planètes regroupées autour d'une étoile. Les planètes occupent une minuscule région intérieure. Au-delà de Neptune, à 30 unités astronomiques, s'étend un vaste désert d'espace presque vide qui s'étend sur des dizaines de milliers d'unités astronomiques. Ce désert ne contient presque rien. Comètes éparses,
débris gelés et vestiges ténus de l'influence gravitationnelle du Soleil. Un équipage humain traversant cette région ne connaîtrait que l'obscurité, le froid et la prise de conscience croissante qu'il est plus éloigné de toute source d'aide que quiconque ne l'a jamais été. Ce vide, c'est le mur. Ni barrière physique, ni champ de force, ni ligne tracée dans l'espace, juste la distance. Distance brute, stupéfiante, incompréhensible. Et la distance dans l'espace se traduit directement en temps, car la vitesse est limitée par l'énergie disponible pour accélérer. Et l'énergie est limitée par la masse de carburant que vous pouvez transporter. Et la masse de carburant que vous pouvez transporter est limitée par la taille de la fusée que vous pouvez construire. Et la taille de la fusée que vous pouvez construire est limitée par les matériaux, les budgets et les capacités d'ingénierie de toute une civilisation. La tyrannie de l'équation de la fusée n'est pas une métaphore. Il s'agit d'une relation mathématique décrite pour la première fois par Konstantin Tsiolkovsky en 1897, qui régit toute la propulsion chimique et nucléaire. L'équation stipule que la vitesse qu'une fusée peut atteindre est déterminée par la vitesse d'éjection de son propergol et par le rapport entre la masse totale de la fusée et sa masse à vide. Pour aller plus vite, il faut plus de carburant. Mais plus de carburant signifie plus de masse, ce qui signifie qu'il faut encore plus de carburant pour accélérer ce carburant. La relation est logarithmique, ce qui signifie que chaque augmentation incrémentale de la vitesse nécessite une augmentation exponentiellement plus importante de la masse de carburant. Pour les fusées chimiques, la limite pratique est d'environ 10 à 15 km/s de variation de vitesse par étage. Pour atteindre Jupiter dans un délai raisonnable, il faut des vitesses de l'ordre de 10 à 20 km/s supérieures à celles nécessaires pour échapper à la gravité terrestre. Pour atteindre Saturne, il vous faut plus. Pour atteindre Neptune, il en faut encore plus. Chaque augmentation de vitesse requiert une quantité de carburant exponentiellement plus importante et la masse de ce carburant doit être lancée depuis la surface de la Terre, ce qui nécessite en soi une énergie énorme. La propulsion nucléaire thermique offre des vitesses d'éjection nettement supérieures à celles des fusées chimiques, ce qui se traduit par des améliorations significatives du temps de transit et du rendement énergétique. La propulsion nucléaire électrique, qui utilise un réacteur nucléaire pour alimenter les moteurs ioniques, peut atteindre des vitesses d'éjection beaucoup plus élevées, mais produit une poussée très faible, ce qui signifie qu'elle accélère lentement sur de longues périodes. Ces deux technologies sont en cours de développement actif. Une étude présentée lors de la conférence sur les sciences lunaires et planétaires de 2025 a examiné la propulsion par les poissons pour les missions spatiales lointaines et a trouvé un potentiel prometteur pour les missions vers les planètes extérieures, mais a également identifié des défis importants en matière de protection contre les radiations et de masse du système. Même avec la propulsion nucléaire, les temps de trajet vers les planètes extérieures restent mesurés en années. Et des années de transit signifient des années de maintien en vie, des années d'exposition aux radiations, des années de stress psychologique et des années de défaillance mécanique cumulative dans des systèmes qui ne peuvent pas être réparés depuis la Terre. C'est cette réalité qui divise le système solaire en deux zones. La zone intérieure englobant la Lune, Mars et peut-être les astéroïdes proches de la Terre et la région où les voyages humains sont extrêmement difficiles, mais envisageables grâce à des technologies existantes ou susceptibles d'être développées au cours de ce siècle. La zone extérieure, au-delà de Jupiter, est une région où les voyages humains nécessitent une durée de mission si longue, une exposition aux radiations si élevée et des exigences logistiques si extrêmes que le concept d'une mission rudimentaire cesse d'être un défi d'ingénierie et devient quelque chose qui s'apparente davantage à une expérience de pensée. Les robots continueront d'explorer les confins du système solaire. Ils visiteront les lunes de Jupiter et de Saturne à la recherche de signes de vie sous la glace d'Europe et d'Encelade. Ils cartographieront l'atmosphère des géants de glace. Elles permettront d'étendre la connaissance qu'a l'humanité du système solaire d'une manière impossible pour les missions rudimentaires, précisément parce qu'elles ne sont pas soumises aux exigences fragiles liées à la présence de passagers biologiques. Mais les êtres humains ne les suivront presque certainement pas, ni à Jupiter ni à Saturne, ni à Uranus ni à Neptune. Non pas par manque de volonté, mais parce que les lois de la physique ne se plient pas à la volonté. Les distances sont trop grandes. Les temps de trajet sont trop longs.
Les radiations sont trop fortes. La logistique est trop complexe. La marge d'erreur est trop faible, et chacun de ces problèmes s'aggrave au lieu de s'améliorer à mesure que l'on s'éloigne du Soleil. Au-delà de Neptune, par-delà la ceinture de Kuiper, par-delà le disque dispersé, par-delà le gouffre vide qui sépare les planètes du nuage électronique, se trouve une frontière qui revêt un poids psychologique énorme pour notre espèce. C'est le point où l'influence directe du Soleil prend fin et où commence l'espace entre les étoiles. 2 de nos machines l'ont déjà franchi. Aucun être humain ne le fera jamais à moins que les termes du problème ne changent d'une manière que rien de ce qui a été discuté jusqu'à présent ne peut offrir. La question qui a donné naissance à cette histoire, à savoir jusqu'où les humains pourraient réellement voyager, est sur le point de se confronter à sa réponse la plus difficile. L'hélopause n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Il n'y a aucun signe, aucun repère visible, aucun mur de lumière ni rideau d'énergie séparant le territoire du Soleil du reste de la galaxie. Ce qui existe, c'est un gradient, une région où la pression exercée par les particules chargées provenant du Soleil, le vent solaire, s'affaiblit jusqu'à ne plus pouvoir repousser le flux de particules entrant de l'espace interstellaire. La transition est chaotique, turbulente, et s'étend sur une zone plutôt que sur une ligne. Voyager 1 l'a détecté au fil des mois, en observant des changements dans la densité du plasma, l'orientation du champ magnétique et l'intensité des rayons cosmiques qui indiquaient collectivement qu'il avait traversé l'héliosphère pour entrer dans le milieu interstellaire. La NASA a confirmé le franchissement en 2013, situant le passage effectif de la frontière en août 2012 à une distance d'environ 121 unités astronomiques du Soleil. Voyager 2 a suivi en novembre 2018, traversant l'héliotrope à environ 119 unités astronomiques. Les 2 traversées se sont produites à des distances différentes et dans des directions différentes, ce qui a révélé aux scientifiques une information importante sur la forme de l'héliosphère. Ce n'est pas une sphère parfaite, elle est déformée, comprimée du côté faisant face à la direction du mouvement du Soleil à travers la galaxie et allongée en une queue du côté opposé. La limite se déforme et se déplace en fonction du cycle solaire de 11 ans, se contractant vers l'intérieur lorsque l'activité solaire est faible et s'étendant vers l'extérieur lorsque le Soleil est plus actif. Le franchissement de l'hélioport fut l'un des plus grands accomplissements de l'ère spatiale. Pour la première fois, des instruments fabriqués par l'homme ont analysé directement le milieu interstellaire, mesurant sa densité, sa température et ses propriétés magnétiques. Les données ont révélé des surprises. Le champ magnétique interstellaire était plus intense que ne l'avaient prédit les modèles. La zone frontière était plus complexe que prévu, avec de multiples couches et des structures de plasma inattendues. Les instruments de voyager, conçus dans les années 1970, avec une technologie des millions de fois moins puissante qu'un smartphone moderne, renvoyaient des données depuis un domaine qu'aucun engin spatial n'avait jamais visité. Mais franchir le cap ne signifiait pas quitter le système solaire. Cette distinction est extrêmement importante pour comprendre les limites des voyages humains. L'influence gravitationnelle du Soleil s'étend bien au-delà du point où son vent s'éteint. Le nuage de référence, cette enveloppe hypothétique de billions de corps glacés, s'étendrait d'environ 2000 à 100 000 unités astronomiques. Les objets situés dans la couche externe ou nuageuse orbitent autour du Soleil à des distances approchant les 2 années-lumière, soit presque à mi-chemin de l'étoile la plus proche. Du point de vue gravitationnel, le système solaire est énorme, bien plus vaste que l'héliosphère qui se trouve en son centre comme une petite bulle dans un immense océan. Voyager 1, à 172 unités astronomiques, a franchi la limite du vent mais reste profondément dans le domaine gravitationnel du Soleil. Il ne sortira pas du nuage de cyanobactéries avant environ 30 000 ans. Au sens gravitationnel le plus strict, il se trouve toujours à l'intérieur du système solaire et il vole depuis près d'un demi-siècle. C'est dans ce contexte que la question interstellaire doit être posée. Non pas comme une fantaisie, non pas comme une expérience de pensée, mais comme un problème de physique et d'ingénierie. Quelle est la distance de l'étoile la plus proche? Que faudrait-il pour y parvenir? Et un être humain pourrait-il survivre à ce voyage? Proxima Centauri se situe à 4,224 années-lumière de la Terre. En kilomètres, cela représente environ 25 billions. Écrit en toutes lettres,
ce nombre comporte 13 chiffres. C'est une distance tellement au-delà de l'expérience humaine que toute tentative de la visualiser repose sur des analogies qui, elles-mêmes, mettent à l'épreuve la compréhension. Si vous placiez une bille sur une table pour représenter le Soleil et une autre bille à 6,4 km de distance pour représenter Proxima Centauri, la Terre serait un grain de poussière situé à 2,5 cm de la première bille. L'ensemble du système solaire, jusqu'aux nuages, tiendrait dans quelques pâtés de maisons. Pour atteindre la prochaine étoile, il vous faudrait quitter la pièce, sortir du bâtiment et marcher jusqu'à l'autre bout de la ville. À la vitesse de voyager, parcourir cette distance prendrait plus de 70 millénaires, soit plus longtemps que n'importe quelle civilisation n'a jamais existé. Mais voyager n'a jamais été conçu pour la vitesse. Il a été conçu pour des survols planétaires avec assistance gravitationnelle. Et des options plus rapides? Qu'en est-il des technologies de propulsion spécifiquement conçues pour franchir les distances interstellaires? Commencez par l'option la plus aboutie. La propulsion nucléaire thermique utilise un réacteur nucléaire pour chauffer un propergol, généralement de l'hydrogène, à des températures extrêmement élevées et l'expulser par une tuyère. Cela produit environ 2 fois la vitesse d'éjection des gaz des meilleures fusées chimiques. Dans les années 1960 et 1970, la NASA a testé des moteurs thermiques nucléaires dans le cadre du programme NERVA et a réussi à faire fonctionner des prototypes de moteurs au sol avant que le programme ne soit annulé. L'intérêt moderne a relancé le concept. Plusieurs études, dont une présentée à la conférence sur les sciences lunaires et planétaires de 2025, ont examiné la propulsion par fission nucléaire pour les missions spatiales lointaines et l'ont jugée prometteuse pour réduire les temps de transit vers les planètes extérieures. Mais la propulsion thermique nucléaire ne résout pas le problème interstellaire. Doubler la vitesse d'éjection des gaz réduit de moitié le temps de transit pour une mission donnée, ce qui est significatif pour atteindre Jupiter ou Saturne, mais sans importance à l'échelle interstellaire. Une fusée thermique nucléaire voyageant jusqu'à Proxima Centauri nécessiterait encore des dizaines de milliers d'années. L'amélioration par rapport aux fusées chimiques est substantielle en pourcentage, mais insignifiante en valeur absolue. Vous avez ramené un voyage de 73 000 ans à peut-être 40 000 ans. L'équipage est mort bien avant l'arrivée. La propulsion nucléaire électrique, qui utilise un réacteur pour générer de l'électricité alimentant des moteurs ioniques, peut atteindre des vitesses d'éjection beaucoup plus élevées. Les moteurs ioniques produisent une poussée infime, mais peuvent fonctionner en continu pendant des années, atteignant progressivement des vitesses énormes. La sonde Dawn a utilisé la propulsion ionique pour visiter la ceinture d'astéroïdes. Le concept est éprouvé, mais même les projections les plus optimistes concernant les systèmes nucléaires électriques suggèrent des vitesses maximales de l'ordre de quelques centaines de km/s. À 100 km/s, soit environ 3 fois la vitesse de voyager, le trajet jusqu'à Proxima Centauri prendrait environ 13 000 ans. Cela dépasse largement la durée de vie de tout être humain, de tout équipage, de tout système de survie, de toute institution politique susceptible de financer et de gérer une telle mission. La propulsion par fusion représente un bond en avant beaucoup plus spectaculaire. La fusion nucléaire, processus qui alimente le Soleil, libère de l'énergie en combinant des noyaux atomiques légers pour former des noyaux plus lourds. Le rendement énergétique par unité de masse de combustible est environ 4 fois supérieur à celui de la fission et des millions de fois supérieur à celui de la combustion chimique. Une fusée à fusion pourrait théoriquement atteindre des vitesses d'éjection de plusieurs milliers de km/s, permettant ainsi aux engins spatiaux d'atteindre quelques pourcents de la vitesse de la lumière. Le problème est que la fusion nucléaire contrôlée n'a jamais été réalisée comme source d'énergie pratique sur Terre, et encore moins dans un moteur compact et léger adapté aux vols spatiaux. Malgré des décennies de recherche et des milliards de dollars d'investissement, la production durable d'énergie par fusion reste un objectif, et non une technologie. Les conditions requises pour la fusion sont des températures dépassant 100 millions de degrés, un confinement magnétique intense et une gestion précise du plasma. Des défis d'ingénierie actuels, qui résistent à toute solution depuis les années 1950. Si la fusion nucléaire est un jour maîtrisée sur Terre, son adaptation à un système de propulsion suffisamment petit
et léger pour un vaisseau spatial, représenterait une seconde révolution venant s'ajouter à la première. Les experts consultés dans le cadre d'une étude de 2024 sur les défis des voyages interstellaires ont estimé que la propulsion par fusion pratique n'est pas envisageable avant au moins un siècle, si tant est qu'elle le soit un jour. Même en supposant que la propulsion par fusion fonctionne, les chiffres restent impressionnants. Un vaisseau spatial voyageant à 5% de la vitesse de la lumière, un chiffre extraordinairement ambitieux pour un moteur à fusion, atteindrait Proxima Centauri en environ 85 ans. Cela se situe dans les limites supérieures de la durée de vie humaine, mais cela signifie que l'équipage qui arrivera sera âgé, ayant passé toute sa vie adulte en transit. Il serait parti en tant que jeunes astronautes et serait arrivé en tant qu'oxygéniens. En supposant que le système de survie les ait maintenus en vie, en supposant que le blindage contre les radiations est tenu, en supposant qu'aucune panne matérielle critique ne soit survenue pendant 8 décennies et demie de fonctionnement continu dans l'environnement le plus hostile imaginable. La propulsion à antimatière offre la plus haute densité énergétique théorique de tous les carburants connus. Lorsque la matière rencontre l'antimatière, les deux s'annihilent mutuellement et convertissent entièrement leur masse combinée en énergie. En suivant l'équation d'Einstein, reliant l'énergie à la masse et au carré de la vitesse de la lumière. En principe, l'antimatière est le carburant idéal. En pratique, c'est quasiment inutile. Les problèmes commencent au niveau de la production. L'antimatière n'existe pas à l'état naturel en quantité accessible. Il doit être fabriqué dans des accélérateurs de particules, atome par atome, à un coût qui dépasse actuellement 60 billions de dollars par gramme. La quantité totale d'antimatière jamais produite par tous les accélérateurs de particules terrestres réunis se mesure en nanogrammes. Pour propulser même un petit vaisseau spatial à une fraction significative de la vitesse de la lumière, il faudrait kg d'antimatière. Produire une telle quantité avec la technologie actuelle consommerait plus d'énergie que celle produite par la civilisation humaine durant toute son histoire. Même si les coûts de production diminuaient considérablement, l'antimatière présente de sérieux défis en matière de manipulation. Il doit être stocké sans jamais entrer en contact avec de la matière ordinaire, car tout contact entraîne une annihilation instantanée et une explosion de rayonnement gamma de haute énergie. Des systèmes de stockage basés sur le confinement magnétique ont été mis au point pour de très faibles quantités d'antihydrogène. Mais adapter ces systèmes pour qu'ils puissent contenir des kilogrammes d'antimatière pendant des décennies à bord d'un vaisseau spatial est un problème pour lequel il n'existe aucune solution, ni même de solution prévisible. De plus, le processus d'annihilation lui-même produit des rayons gamma si intenses que la protection de l'équipage nécessiterait des quantités massives de matériaux, annulant en grande partie l'avantage de masse du carburant antimatière. Des études ont estimé que seulement 40% environ de l'énergie d'annihilation pourrait être capturée sous forme de poussée, le reste étant perdu sous forme de rayonnement pénétrant qui irradierait le vaisseau spatial et tout ce qu'il contient. La propulsion à antimatière n'est pas une technologie en développement. Il s'agit d'un concept de physique séparé de toute application pratique par des gouffres en matière de fabrication, de stockage et d'ingénierie qu'aucun programme de recherche actuel n'est en mesure de combler. Il reste donc un autre concept de propulsion qui a fait l'objet d'une attention particulière. Voile solaire à propulsion laser. L'idée est élégante. Construisez un puissant réseau de lasers terrestres et pointez-les vers une voile réfléchissante ultra-légère fixée à un minuscule vaisseau spatial. Les photons émis par les lasers frappent la voile et la propulsent vers l'avant, l'accélérant progressivement jusqu'à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Le vaisseau spatial ne transporte pas de carburant. Toute l'énergie provient du réseau de lasers situé sur Terre. Cela élimine totalement la tyrannie de l'équation de la fusée, car le propergol, les photons, n'ont jamais besoin d'être embarqués. Le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016 par le physicien Stephen Hawking et l'investisseur Yuri Milner, proposait précisément cela. Le projet prévoyait un réseau laser de 100 gigawatts pour accélérer les vaisseaux spatiaux Gracal, chacun plus petit qu'un timbre-poste, à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, les minuscules sondes atteindraient Alpha Centauri en une vingtaine d'années. Ils survoleraient Proxima Centauri et toutes les planètes en orbite autour d'elle,
prendrait des images et des données et transmettrait les résultats vers la Terre en utilisant la voile solaire elle-même comme antenne de communication. Le signal de retour mettrait environ 4 ans à arriver. La mission dans son ensemble, du lancement à la réception des données, s'étendrait sur environ 25 ans. Le concept a suscité un enthousiasme énorme. 100 millions de dollars ont été promis pour la recherche et le développement initiaux. Des scientifiques et des ingénieurs issus d'institutions de premier plan ont été recrutés pour étudier les principaux défis techniques. Pendant une brève période, les voyages interstellaires ont semblé passer du domaine de la pure fantaisie à celui d'une ingénierie ambitieuse mais concevable. Puis les réalités techniques se sont imposées. Les défis n'étaient pas simplement difficiles, elles étaient empilées les unes sur les autres de manière à les complexifier plutôt qu'à les simplifier. Le réseau laser devrait produire 100 milliards de W de puissance cohérente et focalisée. À titre de comparaison, la capacité totale de production d'électricité des États-Unis est d'environ 1200 milliards de watts. Le réseau laser consommerait près de 10% de la production électrique américaine lors de chaque phase d'accélération de 10 minutes. La construction du réseau lui-même nécessiterait un système optique de plusieurs kilomètres de diamètre, assemblé avec une précision mesurée en fractions de longueur d'onde. Un tel système n'existe pas. Les turbulences atmosphériques disperseraient et déformeraient le faisceau, à moins que l'optique adaptative ne corrige les millions de distorsions par seconde tout en suivant une cible accélérant à des milliers de fois la force de gravité. Le coût actuel des systèmes laser de ce type s'élève à environ 100 $ par watt de puissance. Pour que la technologie Breakthrough Starshot soit économiquement viable, son coût devrait chuter à quelques centimes par watt, soit une réduction d'environ 99%. Le matériau utilisé pour la vente devrait pouvoir résister à 100 milliards de W d'énergie laser focalisée sans fondre, se déchirer ou se déformer, tout en restant suffisamment fin et léger pour être accéléré à 20% de la vitesse de la lumière en moins de 10 minutes. Des chercheurs du California Institute of Technology ont identifié le nitrure de silicium comme un candidat prometteur et ont réalisé des progrès sur les techniques de fabrication, notamment une percée en 2025 qui a permis de réduire les coûts de fabrication d'un facteur 9000 grâce à la lithographie optique. Mais la démonstration d'un matériau en laboratoire et son déploiement sous la forme d'une voile fonctionnelle de 4 mètres sous la pleine puissance d'un réseau laser de 100 gigawatts dans l'espace sont séparés par des décennies de travaux d'ingénierie. La communication a peut-être constitué le défi le plus tenace. Une sonde à l'échelle grammaticale située à Alpha Centauri, à 4 années-lumière de la Terre, devrait transmettre des données vers celle-ci à l'aide d'une voile faisant également office d'antenne. À cette distance, même en utilisant des communications laser, la puissance du signal serait extrêmement faible. Sa réception nécessiterait des réseaux de télescopes terrestres dont les surfaces de collecte seraient bien plus grandes que celles actuellement prévues. Le débit de données serait mesuré en bits par seconde et non en mégabits. Envoyer une seule image d'une planète peut prendre des années. En 2025, le projet s'était discrètement enlisé. Une enquête de Scientific American a révélé que seulement 4,5 millions de dollars sur les 100 millions promis avaient été réellement dépensés, répartis entre une trentaine de contrats de recherche. Les principaux membres du personnel étaient éparpillés. La structure de coordination s'était dissoute. Aucune annonce définitive n'a été faite. Le projet a été suspendu Cindy et son avenir est pour le moins incertain, selon les observateurs. Breakthrough Starshot a démontré quelque chose d'important, même si ce n'était pas ce que ses fondateurs avaient prévu. Cela a démontré que même le concept de propulsion interstellaire le plus optimiste, celui qui élimine totalement le besoin de carburant embarqué, se heurte à des défis d'ingénierie si importants qu'une initiative prestigieuse et bien financée, menée par des scientifiques de renommée mondiale, ne pourrait ni les résoudre, ni même définir clairement une voie pour les résoudre en une décennie d'efforts intensifs. Et le projet Starshot révolutionnaire a été conçu pour des sondes à l'échelle de Graham, pas pour des humains, pas pour des systèmes de survie, pas pour des modules d'habitation, pas pour un blindage contre les radiations, des puces pesant moins d'un trombone, transportant des caméras et des équipements de communication de la taille d'un ongle. Adapter ce concept pour transporter un équipage humain n'est pas une étape progressive.
Il s'agit d'un problème d'une toute autre nature. Un vaisseau interstellaire rudimentaire pèserait non pas des grammes, mais des milliers, voire des millions de kilogrammes. L'énergie nécessaire pour accélérer cette masse, même à une infime fraction de la vitesse de la lumière, dépasserait la production énergétique totale de la civilisation humaine, non pas pendant 1 an, mais pendant des siècles. Si la propulsion directe ne peut pas emmener les humains vers les étoiles, qu'en est-il de l'Endurance? Et si l'on acceptait tout simplement un long voyage, et que l'on concevait un navire capable de subvenir aux besoins de ses passagers pendant des siècles? Le concept de vaisseau générationnel propose de construire un habitat autosuffisant, essentiellement un petit monde, et de le lancer dans un voyage de plusieurs siècles vers une étoile proche. L'équipage qui devait décoller n'arriverait pas. Leurs enfants n'arriveraient pas. Leurs petits-enfants pourraient ne jamais arriver. Le navire transporterait une population suffisamment importante pour maintenir la diversité génétique et la stabilité sociale sur des dizaines de générations. Chacun naissant, grandissant et mourant à bord du vaisseau jusqu'à ce que la dernière génération atteigne l'étoile de destination. Ce concept est présent dans la science-fiction depuis des décennies, mais les exigences techniques sont considérables. Un vaisseau générationnel devrait maintenir un système écologique fermé pendant des siècles sans ravitaillement. Il n'a jamais été démontré qu'un système écologique fermé puisse fonctionner pendant plus de quelques années. Biosphère 2, l'expérience d'écosystème fermé la plus ambitieuse jamais menée sur Terre, a connu une pénurie critique d'oxygène, la disparition d'espèces et des échecs agricoles au cours de ses 2 premières années de fonctionnement au début des années 1990. Maintenir la composition atmosphérique, le recyclage de l'eau, la production alimentaire et le traitement des déchets pendant des centaines d'années à l'intérieur d'un vaisseau scellé voyageant dans l'espace interstellaire est un problème d'une ampleur bien supérieure à tout ce que l'humanité a tenté jusqu'à présent. Les défis sociaux sont tout aussi redoutables. Une société générationnelle devrait pouvoir maintenir une société fonctionnelle pendant des siècles. Les gouvernements devraient persévérer sans les pressions et les ressources extérieures qui stabilisent les sociétés sur Terre. Les systèmes éducatifs devraient pouvoir transmettre les connaissances techniques sur des dizaines de générations sans dégradation. Les conflits devraient être résolus sans possibilité de séparation, d'immigration ou d'intervention extérieure. Le fardeau psychologique de savoir que l'on est né à l'intérieur d'un vaisseau, que l'on y mourra, que l'on ne verra jamais le ciel, que l'on ne sentira jamais le vent, ni ne foulera jamais le sol, et que cette condition est permanente et inéluctable pour toute sa communauté, est un fardeau qu'aucune société humaine n'a jamais eu à porter. L'animation suspendue, parfois appelée cryoconservation, est fréquemment invoquée comme solution aux voyages de longue durée. Si l'équipage pouvait être placé en état de suspension biologique pendant toute la durée du voyage, les problèmes liés à l'alimentation, à l'eau, à l'oxygène, au stress psychologique et à la stabilité sociale seraient éliminés ou considérablement réduits. L'équipage dormirait pendant des siècles et se réveillerait à destination, biologiquement inchangé. La difficulté réside dans le fait que l'animation suspendue chez l'être humain n'existe pas et n'a jamais été démontrée. La cryoconservation de cellules individuelles et de petits échantillons de tissus est possible. La cryoconservation d'organes entiers est un domaine de recherche actif, mais elle n'a pas encore abouti pour la plupart des types d'organes. La cryoconservation d'un corps humain entier, le maintien de l'intégrité cellulaire dans tous les tissus, la prévention de la formation de cristaux de glace qui détruisent les membranes cellulaires, puis l'inversion du processus pour restaurer l'intégralité des fonctions biologiques, dépassent tellement les capacités actuelles qu'elles relèvent davantage de la spéculation que de la théorie. Aucune voie permettant de passer des connaissances scientifiques actuelles à une cryoconservation fiable du corps humain entier n'a été identifiée. C'est possible en principe. Cela peut également être impossible. Nous ne connaissons pas suffisamment le problème pour déterminer lequel. La dilatation du temps offre une dernière possibilité alléchante. La relativité restreinte d'Einstein prédit que le temps s'écoule plus lentement pour les objets se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière. Un vaisseau spatial voyageant à 90% de la vitesse de la lumière percevrait le temps à environ 44% du rythme perçu par les observateurs sur Terre. Pour l'équipage, un voyage qui aurait duré 10 ans selon le calendrier terrestre aurait semblé ne durer que 4 ans et demi environ.
À 99% de la vitesse de la lumière, la dilatation devient extrême. Un voyage de 4,24 années-lumière, mesuré selon les horloges terrestres, semblerait durer seulement environ 7 mois pour l'équipage. C'est de la physique réelle. La dilatation du temps a été confirmée expérimentalement grâce aux horloges atomiques embarquées à bord d'avions et de satellites, ainsi qu'à l'observation de particules subatomiques se déplaçant à grande vitesse. Il ne s'agit pas de spéculation. C'est un fait avéré, ce qui signifie qu'en principe, un équipage voyageant suffisamment vite pourrait atteindre des étoiles proches au cours d'une vie humaine subjective. Le problème, comme toujours, est d'atteindre la vitesse requise. Accélérer un vaisseau spatial rudimentaire à 90% de la vitesse de la lumière nécessite des apports énergétiques qui surpassent tout ce que l'humanité a jamais exploité. L'énergie cinétique d'un vaisseau spatial de 1000 tonnes à 90% de la vitesse de la lumière équivaut approximativement à 200 ans de consommation énergétique totale de l'humanité, toutes sources confondues. Produire, stocker et convertir cette énergie en poussée dirigée est un défi qu'aucune technologie connue ou proposée ne peut relever. Le vaisseau spatial doit également décélérer à destination, ce qui nécessite une quantité d'énergie équivalente appliquée en sens inverse. Le bilan énergétique total pour un aller-retour à des vitesses relativistes, même pour un vaisseau rudimentaire modeste, dépasse la production énergétique de systèmes stellaires entiers. Les voyages relativistes présentent également des dangers qui n'existent pas à des vitesses inférieures. À 90% de la vitesse de la lumière, même une petite particule de débris interstellaire devient un projectile dévastateur. L'énergie cinétique d'un seul grain de Mg à cette vitesse est à peu près équivalente à la détonation de 28 tonnes d'explosifs puissants. L'espace interstellaire contient en moyenne environ un atome d'hydrogène par cm3, ainsi que des grains de poussière dispersés. À des vitesses relativistes, ces particules frappent la surface avant du vaisseau spatial sous forme de bombardement continu, générant des radiations et une érosion qui nécessiterait un blindage frontal massif. Le blindage ajoute de la masse, ce qui augmente l'énergie nécessaire à l'accélération et aggrave encore le problème. Tous les chemins vers les étoiles mènent à la même conclusion. Les distances sont réelles. Les lois de la physique sont impitoyables. Les besoins énergétiques à l'échelle de la civilisation, voire au-delà. Et chaque solution qui s'attaque à un problème, qu'il s'agisse de durée, de vitesse ou de capacité de survie, crée de nouveaux problèmes tout aussi graves, voire pires. L'étoile la plus proche n'est pas simplement lointaine. Elle est lointaine d'une manière qui résiste à toutes les stratégies que l'ingéniosité humaine ait pu concevoir. Les fusées chimiques sont beaucoup trop lentes, d'un facteur de plusieurs milliers. Les fusées nucléaires sont trop lentes d'un facteur de centaines. Les fusées à fusion, si elles parviennent un jour à fonctionner, pourraient réduire la durée du voyage à une vie humaine, mais imposeraient des exigences en matière de fiabilité face aux radiations et de maintien en vie qui restent à résoudre. Les voiles laser peuvent atteindre les vitesses requises, mais seulement pour des charges utiles mesurées en grammes et non pour les milliers de tonnes nécessaires au maintien en vie d'un équipage. Les vaisseaux générationnels nécessitent des écosystèmes fermés et des sociétés stables qui se maintiennent pendant des siècles, deux choses que l'humanité n'a pas démontrées. L'animation suspendue n'existe pas. Les voyages relativistes nécessitent des apports énergétiques supérieurs à ceux du Soleil. Des sondes pourraient atteindre les étoiles. Petites, légères, résistantes aux radiations, ne nécessitant ni nourriture, ni oxygène, ni soutien psychologique, les machines peuvent endurer ce que les humains ne peuvent pas. Une sonde à cellules photoélectriques Gracal, si les défis techniques sont finalement résolus, pourrait atteindre Proxima Centauri dans 20 à 30 ans. Une sonde robotisée à propulsion nucléaire pourrait l'atteindre dans quelques siècles. Les machines sont patientes. Les machines ne vieillissent pas. Les machines ne deviennent pas folles à cause de l'isolement, ni ne meurent d'un cancer suite à une exposition aux rayons cosmiques. Mais un être humain ne peut pas être transformé en machine. Le corps humain a besoin d'oxygène toutes les quelques minutes, d'eau tous les quelques jours et de nourriture toutes les quelques semaines. Elle accumule les dommages causés par les radiations. En l'absence de gravité, la densité osseuse diminue. Elle cède sous la pression psychologique. Elle vieillit, tombe malade et meurt sur des échelles de temps mesurées en décennies
et non en siècles ou en millénaires. Il ne s'agit pas de limitations techniques qui peuvent être résolues par une meilleure technologie. Ce sont des faits biologiques concernant la nature de l'organisme humain et ses limites. Ces faits biologiques méritent un examen plus approfondi, car ils sont souvent balayés d'un revers de main dans les discussions populaires sur les vols spatiaux de longue durée, considérés comme des problèmes que la médecine finira par résoudre. Les données issues de décennies de recherche sur les vols spatiaux habités suggèrent le contraire. Le corps humain n'est pas simplement un inconvénient lié à un séjour prolongé dans l'espace. Elle en subit activement les dommages, qui s'accumulent et peuvent, dans certains cas, être irréversibles. La perte de densité osseuse en microgravité se produit à un rythme d'environ 1 à 2% par mois, concentré dans les os porteurs tels que la hanche, le pelvis et la colonne vertébrale. À bord de la Station spatiale internationale, les astronautes font de l'exercice pendant 2 heures chaque jour en utilisant des machines de résistance spécialisées conçues pour simuler la charge que la gravité exerce sur Terre. Malgré cette mesure de contre-mesure agressive, la perte osseuse persiste. Les astronautes revenant de séjours de 6 mois à bord de la Station spatiale présentent des réductions mesurables de leur densité minérale osseuse qui nécessitent 12 à 18 mois de convalescence sur Terre pour être partiellement inversées. Certaines études suggèrent que la guérison complète n'est pas toujours possible, qu'une partie de la perte osseuse subie en microgravité est permanente. Un équipage effectuant un transit interstellaire de plusieurs années ou comportant plusieurs morts accumulerait une perte osseuse bien supérieure à tout ce qui a été observé sur la station, même avec un exercice physique continu. Les conséquences à long terme incluent une augmentation considérable du risque de fracture, ce qui, sur un vaisseau spatial situé à des millions de kilomètres de l'hôpital le plus proche, pourrait transformer un accident mineur en blessure mettant en péril la mission. L'atrophie musculaire suit une trajectoire similaire. Sans la résistance constante de la gravité, les muscles squelettiques perdent de la masse et de la force à un rythme que l'exercice peut ralentir, mais pas totalement empêcher. Le muscle cardiaque est également touché. Habitué à pomper le sang contre la gravité, le cœur se remodèle en microgravité, devenant plus sphérique et perdant une partie de son efficacité. Des études menées sur des astronautes de retour de mission de longue durée ont mis en évidence des modifications de la structure et de la fonction cardiaque qui persistent pendant des mois après leur retour sur Terre. Lors d'une mission sans retour sur Terre avant des années ou des décennies, ces modifications cardiovasculaires progresseraient sans contrôle. La déficience visuelle associée aux vols spatiaux est l'une des découvertes les plus alarmantes de ces 15 dernières années. Une affection désormais appelée syndrome neurologique associée aux vols spatiaux touche un pourcentage important d'astronautes lors de missions de longue durée. Ce syndrome se caractérise par un aplatissement du globe oculaire, un gonflement du nerf optique et des modifications de la pression du liquide céphalo-rachidien, probablement dû au déplacement des fluides vers la tête qui se produit lorsque la gravité n'attire plus le sang et les autres fluides vers le bas du corps. Certains astronautes sont revenus de missions de 6 mois, avec des changements mesurables de leur acuité visuelle qui ne se sont pas complètement résorbés après leur retour sur Terre. Le mécanisme n'est pas entièrement compris et aucune contre-mesure efficace n'a été identifiée. Lors d'une mission à plusieurs victimes, une déficience visuelle progressive pourrait compromettre la capacité de l'équipage à effectuer des tâches critiques, à lire les instruments ou à effectuer des réparations. Le système immunitaire s'affaiblit dans l'espace selon des mécanismes encore en cours d'étude. Des études ont documenté la réactivation de virus latents, notamment la varicelle et le virus d'Epstein-Barr, chez les astronautes pendant et après un vol spatial. La fonction des cellules TEC est altérée. La cicatrisation ralentit. La combinaison d'une immunosuppression et d'un confinement étroit au sein d'un petit groupe de personnes dans un environnement clos crée des conditions favorables à la transmission des maladies infectieuses, avec une capacité réduite à lutter contre l'infection une fois qu'elle se déclare. Sur Terre, un astronaute dont le virus de l'herpès s'est réactivé est un inconvénient. À bord d'un vaisseau spatial situé à des années d'installation médicale, un équipage immunodéprimé confronté à une épidémie infectieuse représente une catastrophe potentielle. Les résultats les plus préoccupants sont peut-être ceux publiés en juin 2024 par des chercheurs du département de médecine rénale de l'University College London,
qui ont rapporté qu'une exposition prolongée au rayonnement cosmique galactique et à la microgravité provoque des changements structurels et fonctionnels au niveau des reins, l'étude a révélé que les conditions inhérentes aux vols spatiaux de longue durée favorisent les lésions rénales, pouvant entraîner des calculs rénaux et une insuffisance rénale progressive. Les calculs rénaux constituent déjà un risque reconnu lors des vols spatiaux en raison de la déminéralisation osseuse qui libère du calcium dans le sang. Les résultats de 2024 suggèrent que le problème est plus fondamental qu'on ne le pensait auparavant, impliquant des modifications directes au niveau des tissus qui pourraient compromettre la fonction rénale lors de missions de plusieurs années. Sur Terre, les calculs rénaux sont douloureux mais traitables. À bord d'un vaisseau spatial en plein espace, un membre d'équipage souffrant d'une obstruction urinaire, d'une septicémie due à un calcul rénal infecté ou d'une insuffisance rénale progressive est confronté à une urgence médicale sans option de traitement adéquate. Il ne s'agit pas de risques spéculatifs. Ce sont des conséquences documentées, mesurées et évaluées par des pairs des vols spatiaux habités, observées chez des astronautes ayant passé de 6 mois à 1 an en orbite terrestre basse, bien à l'abri du champ magnétique terrestre, et qui sont revenus immédiatement après à la gravité terrestre et aux soins médicaux. Chacune de ces conditions serait considérablement pire lors d'une mission de plusieurs années ou comportant de nombreuses morts dans l'espace lointain, au-delà de la magnétosphère terrestre, sans possibilité de retour à la gravité ni d'infrastructure médicale. L'effet cumulatif de la perte osseuse, de l'atrophie musculaire, du remodelage cardiovasculaire, des troubles de la vision, de la suppression immunitaire, des lésions rénales et de l'exposition chronique aux radiations sur une période de plusieurs décennies ne constitue pas un ensemble de problèmes qui attendent des solutions d'ingénierie. Il s'agit d'une réalité biologique qui impose des limites strictes à la durée pendant laquelle le corps humain peut fonctionner dans l'environnement qu'exigent les voyages interstellaires. Le concept de vaisseau générationnel tente de contourner ces limites biologiques en acceptant qu'aucun équipage ne puisse achever le voyage, mais il introduit sa propre catégorie de problèmes non résolus. Le défi des écosystèmes fermés va bien au-delà des échecs bien documentés de la biosphère 2. Chaque tentative de créer un système de maintien de la vie biologique totalement étanche et autosuffisant s'est heurtée à la même difficulté fondamentale. Les systèmes écologiques sont chaotiques et les petits déséquilibres s'accumulent avec le temps. Les communautés microbiennes du sol évoluent, les rendements des plantes fluctuent, les proportions des gaz atmosphériques dérivent, les systèmes de traitement des déchets accumulent des sous-produits qui n'avaient pas été prévus lors de la phase de conception. Dans des expériences terrestres d'une durée de 2 à 3 ans, ces déséquilibres ont nécessité une intervention extérieure pour être corrigés. Sur un vaisseau générationnel, il n'y a pas d'intervention extérieure. Un déclin progressif de la productivité agricole, une accumulation de toxines à l'état de traces dans les eaux potables, une modification de la composition atmosphérique qui se développe sur 50 ans au lieu de 5. Chacune de ces situations pourrait menacer la survie de toute la population, sans qu'aucune solution corrective ne soit possible. La limite de voyage d'une sonde et la limite de survie d'un être humain ne sont pas séparées par un écart, mais par un abîme. Voyager 1 est déjà entré dans l'espace interstellaire. Une future sonde pourrait atteindre une autre étoile, mais le corps humain ne pourra presque certainement pas la suivre. Aucune technologie existante, aucune technologie en cours de développement, ni aucune technologie pouvant être raisonnablement projetée à partir des lois de la physique actuelle. Cela signifie que la réponse à la question initiale, à savoir jusqu'où les humains pourraient réellement voyager, ne dépend pas uniquement de la propulsion. Elle est déterminée par l'intersection de la vitesse, du temps, de l'énergie et de la survie. La limite extérieure n'est pas une destination. C'est un seuil, un point dans la progression du proche au lointain, où les exigences liées au maintien en vie d'un être humain dépassent finalement les capacités de tout vaisseau que nous pourrions construire pour le transporter. Il reste à définir où se situe ce seuil, ce que cela signifie pour notre espèce et ce que cela nous révèle sur notre place dans un univers qui n'a jamais été conçu pour accueillir les ambitions humaines. Tous les voyages évoqués jusqu'à présent mènent au même carrefour. Pas un mur, pas une seule barrière. Un carrefour où 4 contraintes convergent simultanément et où aucune quantité d'ingénierie, de financement ou de détermination ne peut forcer un passage à travers les 4 à la fois.
Ces 4 contraintes sont la vitesse, le temps, la survie et l'énergie. Chacun d'eux pris individuellement est gérable sur de courtes distances. Ensemble, à une distance suffisante, elles forment une frontière aussi absolue que n'importe quelle loi de la physique. La vitesse détermine la durée d'un trajet. Le temps détermine ce que le corps humain et le vaisseau spatial doivent endurer. La survie détermine la masse et la complexité des systèmes nécessaires pour maintenir l'équipage en vie. L'énergie détermine si la mission dans son ensemble est physiquement possible, compte tenu des ressources d'une civilisation entière. À courte distance au sein du système Terre-Lune, les 4 contraintes sont largement satisfaites. La vitesse est adéquate, le temps presse, la survie est gérable, l'énergie est à portée de main. À l'échelle de Mars, les contraintes se resserrent considérablement, mais restent dans les limites plausibles des technologies qui pourraient exister au cours de ce siècle. Au-delà de Mars, les contraintes commencent à se contredire. Corriger un problème, c'est en aggraver un autre. Plus la vitesse augmente, plus l'énergie requise augmente de façon exponentielle. Prolongez la durée et vous multipliez les exigences de survie au-delà de ce qu'a démontré n'importe quel système fermé. Réduire la taille de l'équipage pour gagner de la masse augmente le risque psychologique tout en diminuant la capacité à gérer les situations d'urgence. Ajouter un blindage pour gérer les radiations augmente la masse, ce qui nécessite plus d'énergie, donc plus de carburant, ce qui nécessite un véhicule plus gros, ce qui nécessite un blindage plus important. Les boucles de rétroaction sont inévitables. Ce ne sont pas des bugs dans notre ingénierie. Ce sont des caractéristiques de la physique qui régit le mouvement, l'énergie et la vie biologique. Et ils définissent avec une précision surprenante où s'arrête la frontière humaine. Imaginez un scénario extrêmement optimiste. Supposons des technologies qui n'existent pas encore, mais qui ne violent pas les lois de la physique connues. Supposons une propulsion par fusion nucléaire fonctionnant de manière fiable, produisant des vitesses d'éjection de plusieurs milliers de km/s. Supposons des systèmes de maintien en vie en boucle fermée qui fonctionnent sans défaillance majeure pendant des décennies. Supposons que le blindage contre les radiations soit suffisamment efficace pour maintenir l'exposition cumulative de l'équipage en dessous des limites de carrière sur une mission d'une durée de 20 à 30 ans. Supposez une gravité artificielle grâce à la rotation du vaisseau spatial, atténuant la perte osseuse, l'atrophie musculaire et le déconditionnement cardiovasculaire qui limitent actuellement les vols spatiaux de longue durée. Supposons un équipage sélectionné et entraîné pour supporter des années d'isolement avec une dégradation psychologique minimale. Supposons une civilisation disposée et capable de financer une mission coûtant des billions de dollars sur des décennies de préparation et d'exécution. Dans ces conditions, qui sont les plus généreuses que l'honnêteté permette, quelle est la distance maximale qu'un équipage humain pourrait parcourir? Un vaisseau spatial à fusion atteignant 5% de la vitesse de la lumière, soit environ 15 000 km/s, pourrait parcourir une distance d'une année-lumière en 20 ans. L'étoile la plus proche, située à 4,24 années-lumière, nécessiterait environ 85 ans de voyage. Cela dépasse la durée de vie humaine dans toutes les circonstances, sauf les plus extraordinaires. Réduisez la distance cible. Une destination située à une année-lumière, soit environ 63 000 unités astronomiques, prendrait 20 ans à 5% de la vitesse de la lumière. Un voyage vers une destination située à une demi-année-lumière prendrait 10 ans. Une destination située à un quart d'année-lumière, soit environ 16 000 unités astronomiques, prendrait 5 ans dans chaque sens, ce qui donnerait une mission aller-retour de 10 à 12 ans. Temps passé à destination compris. Un quart d'année-lumière, 16 000 unités astronomiques, environ 1,5 billion de kilomètres. Il s'agit de la plage approximative dans laquelle une mission rudimentaire, aussi optimiste soit-elle, utilisant une technologie qui n'existe pas encore, mais qui ne viole pas les lois de la physique, pourrait effectuer un aller-retour dans un délai compatible avec la biologie humaine et l'endurance des systèmes de survie. Elle se trouve près de 100 fois plus loin dans l'espace interstellaire que n'importe quel être humain ne l'a jamais fait, par rapport à la position actuelle de Voyager 1. Ce serait un exploit d'ingénierie si extraordinaire qu'il constituerait la plus grande réalisation technique de toute l'histoire de l'humanité, et il n'atteindrait même pas la plus proche des étoiles. 16 000 unités astronomiques, ça paraît une distance énorme, et ça l'est.
Cela placerait un équipage au cœur même du nuage de Bragg, entouré de comètes éparses et de débris gelés, en orbite autour du Soleil, à l'extrême limite de son influence gravitationnelle. L'équipage se trouverait plus loin de la Terre que n'importe quel être humain n'avait jamais voyagé, d'une distance presque inconcevable. Il serait à des mois, voire des années, de toute possibilité de communication, sans parler d'un sauvetage. Ils existeraient dans une obscurité plus totale que n'importe quel environnement terrestre, entourés par la faible lueur d'étoiles lointaines et rien d'autre. Mais à l'échelle de la galaxie, 16 000 unités astronomiques représentent une erreur d'arrondi. La Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière. 16 000 unités astronomiques équivalent à environ 14 années-lumière. Un quart d'année-lumière représente 1/4, 100, 0,1 du diamètre de la galaxie. Si la Voie lactée avait la taille des États-Unis continentaux, la distance maximale qu'un équipage humain pourrait raisonnablement parcourir serait à peu près la largeur d'une seule pièce à l'intérieur d'une maison dans une ville. Pas un pâté de maison, pas un quartier, une pièce. Pour suivre la comparaison. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies réparties sur 93 milliards d'années-lumière. Le voyage humain le plus lointain plausible, d'une année-lumière comparée au diamètre de l'univers observable, est un rapport si petit que son expression nécessite une notation scientifique. Il est approximativement égal à 2,710 à la puissance 12. En termes simples, la portée maximale de l'être humain est d'environ 3 billionièmes de l'univers observable. Comparer un grain de sable à toutes les plages de la Terre serait une exagération généreuse. Il ne s'agit pas d'un échec de l'ambition humaine. C'est une affirmation concernant l'échelle de l'univers. Le cosmos n'a pas été conçu pour les voyageurs biologiques. Il n'a pas été conçu avec des aires de repos, des dépôts de carburant ou des distances adaptées à l'endurance des organismes à base de carbone. Avec une durée de vie de 70 ans et un métabolisme qui nécessite un apport constant d'eau, d'oxygène et de calories, les distances entre les étoiles sont déterminées par la physique de la formation stellaire, par la dynamique gravitationnelle de l'évolution galactique, par des processus qui opèrent sur des échelles de millions et de milliards d'années. Ces distances sont ce qu'elles sont. La biologie humaine est ce qu'elle est. Le décalage entre les deux n'est pas un problème à résoudre. C'est un fait qu'il faut comprendre. Mais comprendre cela exige de supporter un certain malaise que la plupart des ouvrages de vulgarisation scientifique évitent. Le récit dominant concernant l'exploration spatiale humaine est celui de l'inévitabilité. Nous sommes allés sur la Lune, nous irons sur Mars, nous irons jusqu'aux étoiles. La trajectoire est toujours ascendante, toujours vers l'extérieur, toujours en expansion. Ce récit part du principe que le progrès technologique est illimité, que chaque obstacle est temporaire, que la distance n'est qu'un problème d'ingénierie qui attend une solution suffisamment ingénieuse. Ce récit n'est pas étayé par la physique. Elle repose sur l'espoir, ce qui est précieux, mais ce n'est pas la même chose. La différence entre ce que les robots peuvent atteindre et ce à quoi les humains peuvent survivre n'est pas un écart temporaire qui attend d'être comblé par une meilleure technologie. Il s'agit d'une caractéristique structurelle de la relation entre la vie biologique et la distance interstellaire. Les robots peuvent être conçus pour être plus petits, plus légers, plus résistants aux radiations et plus patients. Ils peuvent être conçus pour naviguer pendant des siècles sans entretien, atteignant des destinations lointaines longtemps après que la civilisation qui les a lancés ait changé au point d'être méconnaissable. Une sonde robotisée pesant quelques kilogrammes, alimentée par un générateur à radioisotope ou propulsée par une voile laser, peut endurer des conditions qui tueraient un équipage humain en quelques jours. Les défis techniques liés aux sondes interstellaires robotisées sont importants mais limités. Les défis techniques liés aux voyages interstellaires rudimentaires reposent sur tout ce que nous comprenons actuellement et dépassent la portée de toute technologie plausible. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucun être humain ne quittera jamais le système solaire. Cela signifie que cela nécessiterait des avancées si fondamentales qu'elles ne peuvent être prévues à partir des connaissances scientifiques actuelles. Non pas des améliorations progressives, non pas de meilleures versions de technologies existantes, mais des révolutions en physique de l'ampleur de la découverte de la relativité ou de la mécanique quantique, des conceptions entièrement nouvelles de l'énergie, de la matière ou de l'espace-temps qui ne sont actuellement ni hypothétisées, ni même démontrées. Miser sur de telles percées, ce n'est pas planifié,
c'est la foi. La foi peut se révéler justifiée, mais elle ne saurait constituer le fondement d'une réponse sérieuse à la question de savoir jusqu'où les humains pourraient voyager. La réponse sérieuse, fondée sur les lois de la physique connues et des extrapolations plausibles des technologies actuelles, est que la frontière humaine s'arrête probablement quelque part entre le système solaire externe et le milieu interstellaire proche. Peut-être quelques centaines d'unités astronomiques dans des hypothèses prudentes, peut-être quelques milliers dans des hypothèses optimistes, peut-être dans les hypothèses les plus généreuses imaginables, une fraction d'années-lumière. Au-delà de cela, les contraintes de vitesse, de temps, de survie et d'énergie convergent vers une limite que la biologie ne peut franchir. Cette limite n'est pas fixée avec précision. Cela varie en fonction des technologies retenues et du degré d'optimisme prévu quant à leur performance. Une civilisation qui maîtrise la propulsion par fusion repousse les limites bien plus loin qu'une civilisation qui s'appuie sur des fusées thermiques nucléaires. Une civilisation capable de résoudre le problème du maintien en vie en circuit fermé pendant des périodes de plusieurs morts repousse encore plus loin les limites. Mais la frontière ne disparaît pas. Elle se propage par facteur de 2, 5 ou 10, et non par facteur de 1000 ou d'1 million. Les contraintes fondamentales sont fixées par la vitesse de la lumière, la densité énergétique des carburants disponibles, l'environnement radiatif de l'espace interstellaire et les besoins biologiques du corps humain. Ce ne sont pas des paramètres réglables, ce sont les termes de l'univers. Dans ces conditions, la portée de l'humanité est extraordinaire, quel que soit le critère biologique utilisé. Aucune autre espèce terrestre n'a quitté la surface de la planète. Aucune autre espèce n'a posé le pied sur un autre monde. Aucune autre espèce n'a construit de machines capables de fonctionner dans le vide spatial, de survoler toutes les planètes du système solaire et de traverser l'espace interstellaire hélioporé. L'écart entre une créature confinée à une seule planète et une autre qui a marché sur la Lune est immense. L'écart entre marcher sur la Lune et envoyer des astronautes sur Mars, si cela se produit, sera à nouveau immense. Chaque étape représente un véritable élargissement du champ des possibles pour une espèce biologique sur une petite planète rocheuse orbitant autour d'une étoile moyenne. Mais chaque étape devient aussi plus difficile. La conquête de la Lune a nécessité une décennie d'efforts soutenus de la part de la nation la plus riche du monde, durant une période de motivation politique extraordinaire. Mars nécessitera des décennies de préparation, des billions de dollars et des capacités technologiques qui n'existent pas encore. Une mission rudimentaire vers Jupiter, si elle devait un jour être tentée, exigerait des capacités tellement supérieures à l'ingénierie actuelle qu'aucune agence spatiale n'en a sérieusement proposé une. Chaque destination exige non seulement plus de ressources, mais aussi des solutions radicalement différentes à des problèmes qui s'aggravent de façon exponentielle. Cette croissance exponentielle explique pourquoi la frontière humaine a une limite. Les progrès linéaires, qui consistent à ajouter un peu plus de vitesse, un peu plus de protection, un peu plus de nourriture, produisent des rendements décroissants face à des défis qui croissent de manière géométrique. Doubler la portée d'une mission rudimentaire au-delà de Mars ne nécessite pas de doubler les efforts. Cela exige 10 fois plus d'efforts, soit 100 fois plus, et le doublement suivant en exige encore 100 fois plus. Finalement, les ressources nécessaires pour repousser encore davantage les limites dépassent les ressources disponibles pour la civilisation qui tente de le faire. Ce plafond de ressources n'est pas théorique, c'est pratique et proche. Une mission rudimentaire vers Mars absorberait une part importante du budget de la NASA pendant des décennies. Une mission rudimentaire vers Jupiter nécessiterait des ressources de l'ordre d'une grande économie nationale. Une mission interstellaire rudimentaire, même vers l'étoile la plus proche, nécessiterait la production concentrée d'une civilisation planétaire entière, maintenue pendant des siècles. Aucune institution humaine n'a jamais maintenu un seul projet pendant des siècles. Aucune économie n'a jamais consacré une part significative de sa production à un seul objectif d'ingénierie pendant plus de quelques décennies. Le projet Manhattan a duré 6 ans. Le programme Apollo a duré 12 ans. La Station spatiale internationale, le projet spatial continu le plus long de l'histoire, a fonctionné pendant 25 ans et a nécessité la coopération soutenue de 15 nations. Une mission interstellaire rudimentaire devrait maintenir ce niveau d'engagement pendant 10, 50 ou 100 fois plus longtemps,
en surmontant les bouleversements politiques, les crises économiques, les guerres et l'entropie ordinaire qui dissout les institutions humaines au fil du temps. La limite supérieure pratique des voyages spatiaux humains est donc déterminée non seulement par la physique et la biologie, mais aussi par la nature même de la civilisation humaine. Même si les lois de la physique permettaient un voyage vers l'étoile la plus proche, les structures sociales, économiques et politiques nécessaires à la réalisation d'une telle mission pourraient dépasser les capacités des sociétés humaines. Ceci n'est pas une critique, c'est une observation sur le type d'espèce que nous sommes et sur le type de projet que nous pouvons raisonnablement entreprendre. Il y a une étrange beauté dans cette limitation, non pas la beauté du triomphe ou de la conquête, mais la beauté d'un jugement honnête. Toutes les autres espèces ayant jamais existé sur Terre ont été confinées à une mince couche de biosphère accrochée à la surface d'une seule planète. L'humanité a déjà brisé cette barrière, atteignant la Lune et étendant ses sens robotiques aux confins du système solaire et au-delà. Le fait qu'il existe une limite et que cette limite soit bien plus proche que la plupart des gens ne l'imaginent, ne diminue en rien ce qui a été accompli. Cela le remet dans son contexte. Voici le contexte. L'humanité existe sur une seule planète, orbitant autour d'une étoile parmi 400 milliards d'étoiles dans une seule galaxie, parmi 2000 milliards de galaxies de l'univers observable. L'univers observable ne représente peut-être qu'une infime fraction de la réalité cosmique totale. Au sein de cette immensité inconcevable, le volume d'espace accessible aux voyageurs humains est une sphère, d'un diamètre maximal théorique de quelques années-lumière, et plus réalistement, une sphère de quelques milliers d'unités astronomiques de diamètre. Cette sphère contient une étoile, notre Soleil, et son système de planètes, de lunes, d'astéroïdes et de comètes. Tout le reste, toutes les autres étoiles, tous les autres systèmes planétaires, toutes les autres galaxies, toutes les autres structures du cosmos se trouvent hors de portée des passagers humains. Les sondes iront plus loin, les données voyageront encore plus loin. Depuis les années 1930 et 1940, les signaux électromagnétiques émis par les radars terrestres à haute puissance et les émissions de télévision se propagent à la vitesse de la lumière, formant une sphère en expansion de présence humaine détectable qui s'étend actuellement sur un rayon d'environ 80 à 90 années-lumière. Cette sphère contient environ 10 000 étoiles. Si une civilisation quelconque à l'intérieur de ce volume possède des récepteurs suffisamment sensibles, elle a peut-être déjà détecté des preuves de notre existence. Nos données, nos signaux, notre empreinte électromagnétique peuvent parcourir des distances que nos corps ne parcourront jamais. C'est peut-être la réponse la plus honnête à la question initiale. La distance maximale que les humains pourront jamais parcourir se mesure en unités astronomiques, soit en fractions d'années-lumière. L'influence humaine maximale se mesure en années-lumière. La limite de ce que la connaissance humaine pourrait atteindre grâce aux télescopes et aux instruments qui détectent la lumière provenant des confins de l'univers observable se mesure en milliards d'années-lumière. Nous sommes une espèce qui peut voir bien plus loin qu'elle ne peut atteindre, et qui peut atteindre bien plus loin qu'elle ne peut voyager. Nos yeux vont plus vite que nos mains, et nos mains vont plus vite que nos pieds. Et l'écart entre voir, toucher et marcher est la condition fondamentale de l'existence humaine, dans un univers construit sur des échelles qui éclipsent la vie biologique. L'équipage d'Artemis II a parcouru 248 000 miles depuis la Terre. Ils ont battu un record qui tenait depuis 56 ans. Ce fut un véritable accomplissement, un moment de fierté pour l'espèce, un rappel que nous sommes capables de choses extraordinaires lorsque nous nous y engageons. Mais ce record, la distance la plus grande jamais parcourue par un être humain loin de chez lui, correspond à une distance que la lumière parcourt en 1,3 secondes, soit un battement de cœur. Le temps nécessaire pour prendre une seule respiration, exprimé en unités cosmiques, est insignifiant comparé aux voyages les plus lointains jamais effectués par l'humanité. Voyager 1, notre émissaire le plus lointain, vole depuis près de 50 ans et approche d'une journée-lumière de la Terre, soit une journée de voyage à travers la lumière. Il y a environ 365 jours dans une année. L'étoile la plus proche se trouve à 4,24 années-lumière. Voyager a parcouru moins du 1500e de cette distance. Les calculs mathématiques ne sont pas ambigus. Elle n'est pas sujette à interprétation. C'est de l'arithmétique,
et les chiffres disent ce qu'ils disent. La limite des voyages humains ne se résume pas à un simple chiffre épinglé sur une carte. C'est le point d'intersection de 4 courbes. La courbe de vitesse est limitée par l'énergie disponible et la technologie de propulsion. La courbe du temps est limitée par la durée de vie biologique de l'équipage et la durée de vie mécanique du vaisseau spatial. La courbe de survie est limitée par la protection contre les radiations, l'endurance des systèmes de maintien en vie et la tolérance psychologique des êtres humains confinés en isolement pendant des années ou des décennies, et la courbe d'énergie limitée par la masse de carburant pouvant être lancée, l'efficacité du système de propulsion et les ressources totales qu'une civilisation peut consacrer à une seule mission. Là où ces 4 courbes se croisent, l'ambition s'arrête et la physique parle. L'intersection ne se situe pas à la limite de la galaxie, elle ne se trouve pas sur l'étoile la plus proche. Il se situe quelque part dans l'espace sombre et froid qui sépare nos planètes les plus éloignées de la frange intérieure à peine détectable du nuage de Kuiper. Une région que la plupart des cartes stellaires laissent vide, car il n'y a rien à y inscrire. Pas de planète, pas de lune, pas de point de repère, juste la distance qui s'étend à perte de vue dans un silence qui existe depuis des milliards d'années et qui perdurera pendant des milliards d'années encore. L'humanité enverra des robots au-delà de cette limite. Nous enverrons des signaux au-delà. Nous enverrons notre curiosité, encodée en mathématiques et transportée par ondes radio, au plus profond d'une galaxie que nous n'explorerons jamais physiquement. Nos instruments cartographieront des étoiles que nous ne pourrons pas visiter, détecteront des planètes sur lesquelles nous ne pourrons pas marcher, analyseront des atmosphères que nous ne pourrons pas respirer. Nous connaîtrons l'univers avec une précision extraordinaire, tout en restant confinés à un minuscule coin de celui-ci. Ce confinement n'est pas une prison, c'est une condition. La même physique qui nous empêche de franchir les distances interstellaires est celle qui permet aux étoiles de brûler, aux planètes de se former, à l'eau de couler et à la chimie de produire l'incroyable complexité de la vie biologique. Nous sommes rendus possibles par les mêmes lois qui limitent notre champ d'action. La vitesse de la lumière qui nous isole des étoiles est la vitesse qui régit les interactions électromagnétiques qui maintiennent nos atomes ensemble. Les forces nucléaires qui rendent les voyages interstellaires si énergivores sont les mêmes forces qui alimentent le Soleil et donnent à la Terre sa chaleur. Nous sommes des créatures de ces lois qu'ils ont élaborées, qu'ils soutiennent et qu'ils limitent. La question était simple. Jusqu'où les humains pourraient-ils voyager dans l'espace? La réponse n'est pas une destination, c'est un règlement de compte. Nous ne pourrions aller plus loin que le point où la physique, la biologie, l'ingénierie et les limites de la civilisation elle-même convergent vers une frontière que le désir seul ne peut franchir. Cette frontière est bien plus proche que la plupart des gens ne le croient, bien plus proche que ne le suggère la science-fiction, et bien plus proche que nos rêves n'ont jamais voulu l'admettre. Mais c'est aussi plus loin que ce à quoi toute créature née à la surface d'une planète peut s'attendre. Nous sommes de la poussière d'étoiles, qui a appris à mesurer la distance qui nous sépare des autres étoiles. Nous sommes des organismes soumis à la gravité, qui avons construit des machines pour y échapper. Nous sommes des êtres biologiques dont la durée de vie se compte en décennies et qui avons détecté une lumière qui voyage depuis 13,8 milliards d'années. L'écart entre ce que nous sommes et ce que nous avons appris à voir est le fait le plus extraordinaire concernant notre espèce. Les distances les plus longues que les humains pourront jamais parcourir ne constituent pas la fin de l'histoire. C'est le cadre qui entoure l'histoire. À l'intérieur de ce cadre, tout ce que nous avons fait et tout ce que nous ferons occupe un espace si petit que l'univers le remarque à peine. Et pourtant, nous prenons conscience de l'univers. Nous le mesurons. Nous le décrivons. Nous posons des questions à ce sujet qui n'ont aucune valeur de survie et ne servent aucun but évolutif, si ce n'est celui de satisfaire un besoin que la physique ne peut expliquer, et la biologie ne l'avait pas prévu. Le besoin de savoir jusqu'où nous pouvons aller, même lorsque la réponse est pas assez loin. Ce besoin est ce qu'il y a de plus humain en nous. Et la réponse de l'univers, donnée non pas en mots mais en années-lumière, en bilans énergétiques et dans la tranquille indifférence des distances interstellaires, est ce qu'il y a de plus honnête dans le cosmos. Nous vivons dans un univers qui nous permet de poser la question et qui y répond par un silence si vaste que le silence lui-même devient la leçon. L'endroit le plus éloigné où les humains pourront jamais voyager est celui où commence ce silence.